Ημέν υπείων στρώτων, είδε παίζον, είδε νάων, φέσε πήγαν μέλαιναν, έμενε κάλιστον. Ημέν υπείων στρώτων, είδε παίζον, είδε νάων, φέσε πήγαν μέλαιναν, έμενε κάλιστον. Bonjour à toutes et bienvenue dans le séminaire Sexe et Genre de l'Institut Émilie du Châtelet, donc séminaire pour un dialogue pluridisciplinaire au carrefour des sciences de la vie et des sciences humaines et sociales. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Anne-Françoise Bender, maîtresse de conférence HDR en sciences de gestion au CNAM et membre du laboratoire LISE, donc qui est une UMR CNRS CNAM. Anne-Françoise est diplômée de l'ESSEC. Elle a commencé sa carrière dans le privé, au Crédit Lyonnais, et elle s'est rapidement réorientée vers l'enseignement supérieur et la recherche. Elle a ainsi obtenu un DEA et entamé une thèse en sciences de gestion qu'elle a soutenue en 1998 à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, où elle a été allocataire monitrice, puis ATER, assistante temporaire d'enseignement et de recherche. Alors, le titre de sa thèse est le suivant: les pratiques de gestion des carrières et des mobilités, une approche par la théorie de la structuration. Obtenue avec la mention très honorable, avec les félicitations du jury à l'unanimité, la thèse s'est vue décerner le prix FNEJ 1998 pour la meilleure thèse en gestion. La FNEJ, c'est la Fédération nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises. Donc Anne-Françoise a commencé sa carrière d'enseignante-chercheuse à l'ESSEM, École supérieure de commerce et de management à Tours, avant d'être recrutée ici au CNAM en 1999 comme maîtresse de conférence, à l'époque au sein de la chaire administration et gestion du personnel, qui n'existe plus en tant que telle aujourd'hui. Voilà. Alors Anne-Françoise s'est investie dans de très nombreuses responsabilités pédagogiques, responsable de DESS pendant plus de 10 ans, co-responsable aujourd'hui du master du CNAM en GRH et sociologie, responsable de 3 certificats de compétences, de la licence gestion du CNAM qui regroupe 10 parcours d'enseignement sur 51 sites. Elle s'occupe aussi de validation des acquis de l'expérience. Elle est élue dans les instances du CNAM, Conseil des formations de 2014 à 2022, et puis au Conseil scientifique depuis 2023. Et elle assure bien sûr de très nombreux enseignements. C'est dire l'importance de la charge pédagogique et administrative qu'elle assure, mais cela ne l'a pas pour autant éloignée de la recherche, bien au contraire. Elle a consacré ses premières années de recherche à l'approfondissement de la thématique des carrières et elle a contribué à introduire en France la thématique des carrières nomades, notion clé pour comprendre l'évolution des carrières au sein des organisations. Depuis les années 2000, elle a orienté ses travaux sur l'égalité professionnelle en entreprise, égalité entre femmes et hommes, bien sûr. Elle a participé au groupe de travail de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la HALD, qui est aujourd'hui devenue le défenseur des droits. Donc, groupe de travail qui a débouché sur la rédaction d'un guide pour une évaluation non discriminante des emplois à prédominance féminine, publication en 2013, guide absolument essentiel pour parvenir un jour à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. À la faveur d'un congé pour recherche et conversion thématique en 2013, tu as entamé, Anne-Françoise, un programme de recherche sur la présence des femmes dans les conseils d'administration. Cela t'a conduite à copiloter en 2014 et 2015 un réseau, Next, au sein de la commu et ESAM, commu aujourd'hui dissoute, comme la plupart des communes, et sur la mesure des discriminations. Et tu as travaillé sur la thématique des femmes dans les conseils d'administration, donc en publiant plusieurs articles. On peut citer dans l'ouvrage de Soline Blanchard et Sophie Pochy, dont le titre est « Quantifier l'égalité au travail », un article intitulé « Une parité économique en marche », point d'interrogation, mise en œuvre et effet de la loi sur les quotas dans les conseils d'administration. Tu as par ailleurs été auditionné par la délégation aux droits des femmes du Sénat lors du bilan de l'application de cette loi dite Copé-Zimmermann le 21 janvier 2021. Tu as aussi travaillé sur la notion de diversité, notion largement développée dans les organisations,
Cela a conduit à plusieurs publications. La coédition de l'Encyclopedia of Diversity and Management, paru en 2023 chez Elgar Publishing, et puis un article dans l'ouvrage collectif du LISE, au laboratoire, article intitulé « De l'égalité à la diversité en entreprise, échelle de circulation de notions sous tension ». Depuis 2021, nous collaborons, Anne-Françoise et moi-même, à un même projet franco-allemand du LISE, financé par l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, et son pendant allemand, la DFG, projet dans lequel nous nous intéressons à la situation des femmes éloignées de l'emploi et à leur accès à la formation professionnelle. En 2022, tu as soutenu ton HDR à l'Université de Strasbourg, et en 2023, tu as également fait soutenir une thèse sur les carrières des femmes universitaires au Liban. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation et nous t'écoutons sur ce thème des femmes dans les conseils d'administration. Merci cher Frédéric. Merci de m'avoir invité à ce séminaire, ce qui me donne l'occasion de vous présenter mes travaux et puis aussi d'actualiser aussi mes données sur ce sujet depuis quelques années. Et je vais avoir le plaisir, avec vous, de vous annoncer... Enfin, nous allons voir que, finalement, il y a quelques bonnes nouvelles et qu'il y a des progrès en matière de parité économique. Donc, on ne va pas s'en priver, pour une fois. Voilà, donc c'était un point utile. Je vous remercie de me donner l'occasion de le faire. Donc, alors, bon, j'ai un plan de prof, mais je vais essayer de faire ça d'une manière assez vivante. Je voulais commencer, donc je commencerai par les origines et le contexte de la loi, pour rappeler le contenu de la loi, ses modalités, et puis avec des collègues du LISE, justement, Isabelle Bérébi-Hoffmann et Philippe Régnier, nous nous sommes posé la question à l'époque de comment se fait-il que cette loi ait été adoptée. Parce que c'était quand même une loi révolutionnaire, on peut le dire. Voilà. Donc on a un petit peu aussi étudié et resitué la loi dans son contexte à l'époque, en 2011. Je vous présenterai ensuite les conséquences de la loi en termes quantitatifs qui ont été constatés et actualisés. Et puis en termes qualitatifs, mais ça c'est sur la base des recherches que j'avais conduites avec Ray Dang et Marie-Josée Scotto, donc, qui sont des recherches réalisées en 2017. Mais bon, on peut penser que la tendance s'est prolongée. Je rappellerai ensuite que cette loi s'inscrit dans une dynamique globale, mondiale, et qui semble durable. Elle a également été accompagnée de la loi Sauvadet et les suivis de la loi Rixain. Donc, on continue vers des dynamiques de parité. Et puis j'aborderai ensuite la question, toujours un petit peu intrigante, des effets potentiels de la mixité femmes-hommes dans les conseils d'administration. Et il y a beaucoup d'études maintenant qui sont réalisées dans des pays divers sur tant la performance, les effets de cette mixité sur la performance économique et sur la performance RSE. Bien sûr, c'est des effets qu'on peut toujours interroger ou dont on peut interroger les mécanismes, mais qui sont intéressants à étudier. Donc, alors, aux origines de la loi, donc, nous sommes en 2006. Alors, Marie-Jo Zimmermann, vous la connaissez certainement. Donc, c'est une députée UMP. Elle avait travaillé sur la parité en politique. Donc, elle était dans la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si elle était déjà la présidente de la délégation. Donc, délégation qui avait été créée en 1999. Et elle s'est donc attaquée à l'enjeu de la parité dans le domaine des responsabilités économiques et sociales. Elle avait donc, la situation ne bougeait pas depuis une dizaine d'années. On était toujours à peu près 6% de femmes dans les conseils d'administration des très grandes entreprises et à peu près 7% de femmes dans les comités de direction. Pendant longtemps, c'était resté de cet ordre de grandeur. Et donc, ça plaçait la France en queue de peloton des pays de l'OCDE. Et surtout, ça n'évoluait pas. Donc, elle avait proposé en 2006, alors on verra aussi qu'il y a eu l'exemple de la Norvège en 2003, mais bon, en 2006, elle a proposé d'instaurer un quota de 20% de personnes du sexe sous-représentées dans les conseils d'administration, et ça avait été censuré par le Conseil constitutionnel, puisque le Conseil avait permis les quotas
politique pour les fonctions électives, mais dans le privé, voilà, c'était censuré. Donc en 2008, elle est parvenue à faire voter un amendement à la Constitution qui a permis d'élargir le principe de la parité en politique au secteur économique et social, hein, en disant que la loi favorise l'accès égal des femmes et des hommes aux responsabilités économiques et sociales. Ce qui lui a permis donc de faire une nouvelle proposition de loi avec Jean-François Copé, donc en mars 2009, qui demandait un quota de 40%, et la loi sera finalement votée en janvier 2011. Alors, alors, il y avait plusieurs motivations, hein, plusieurs arguments présentés dans la présentation de la loi. Moi, je rappellerai les deux principaux mis en avant par le Parlement, donc, enfin, par la proposition de loi. Tout d'abord, un argument démocratique. Hein, la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la prise de décision est un préalable pour une société démocratique. Donc dans la prise de décision politique et maintenant dans la prise de décision économique et sociale. Et puis un argument économique qui reprenait plusieurs idées du business case, alors ce qu'on a appelé le business case de l'égalité femmes-hommes. Alors bien sûr, ces lois s'inscrivent dans une dynamique mondiale. Maintenant, rétrospectivement, je relis un peu l'histoire de tout ça. Et il est vrai que depuis les années 90, en fait, se sont développées des analyses, des discours, des rhétoriques pour faire avancer l'égalité femmes-hommes dans le monde. Hein. Il y a eu les initiatives de l'ONU, la conférence de Pékin, il y avait des mouvements aux États-Unis, dans de très nombreux pays qui disaient il faut faire progresser l'égalité femmes-hommes, et c'est un enjeu social, c'est un enjeu démocratique, mais c'est aussi un enjeu de bien-être et de prospérité économique. Et donc ce qu'on a appelé le business case, c'est aussi cette rhétorique, et c'est défendre l'idée auprès des entreprises, hein, auprès du monde économique, que l'égalité femmes-hommes, ce n'est pas de la philanthropie ou du social, entre guillemets, ou uniquement pour respecter la loi, mais c'est aussi, et évidemment, un facteur de performance, hein, de succès, de performance des entreprises, de performance économique, d'amélioration de la croissance et de l'état de la société. Donc, il y a plusieurs éléments dans le business case. Hein. L'idée, c'était de ne pas en faire qu'une contrainte juridique ou une contrainte sociale, mais d'en faire un enjeu stratégique pour les entreprises, c'est-à-dire, de même que la diversité, l'égalité, c'est un enjeu de performance. Parce que les clients sont des hommes et des femmes, parce que tous les besoins des clients doivent être traités, pris en considération. Tous les besoins, en fait, des différents segments d'une société sont importants. Parce que, bien sûr, premier argument, les femmes ont des compétences. Elles sont, depuis des dizaines d'années, sorties des systèmes éducatifs au même niveau de qualification que les hommes. Elles ont des compétences, de l'intelligence. Donc, elles sont source de performance. Et il n'y a aucune raison que les entreprises se privent finalement des compétences de la moitié de la population active. Hein. Donc, déjà, d'un point de vue libéral... usage des talents, voilà, ça n'avait pas beaucoup de sens de se priver des femmes à tous les postes, y compris aux postes de décision. Donc ça, c'est l'argument des compétences. Et puis, il y a l'argument de gouvernance, qui est aussi toujours prégnant hein, dans ces approches sur les conseils d'administration. C'est l'idée qu'il faut ouvrir le fonctionnement des conseils d'administration il faut sortir de l'entre-soi, en fait, hein, dans l'endogamie, des réseaux de PDG qui se connaissent et qui vont dans les conseils des uns et des autres. Non pas qu'ils ne soient pas compétents, mais il y a eu des risques aussi de moindre contrôle de la part de certains conseils. Il y avait la crise de 2009 avec les problèmes éthiques, d'absence de contrôle. Donc il y a aussi des arguments de gouvernance à ouvrir les conseils aux outsiders, aux personnes qui viennent de l'extérieur, qui sont moins dans les réseaux, et dont les femmes. Hein, puisqu'elles sont plus nouvelles venues, notamment dans ces réseaux.
Donc, les deux arguments étaient réunis pour justifier cette loi. Alors, rapidement, donc, le texte prévoit l'instauration de quotas de personnes du sexe le moins représenté. Ce n'est pas des quotas de femmes. Il se peut que dans certains conseils, il y ait trop de femmes, pardon, et on cherche un homme. Donc le quota a vocation à s'appliquer aux femmes comme aux hommes, comme dans nos jurys de recrutement. La loi prévoyait 2 paliers. En 2014-2017, elle prévoyait donc une montée en puissance progressive, 20%, puis ensuite 40%, puisqu'on partait de... Alors, les entreprises se préparaient à cette loi. Elles sentaient que depuis 2006, ça allait venir. Donc, elles commençaient déjà à faire venir des administratrices. Et en 2010, elles étaient déjà à 10%, les entreprises du CAC 40. Bon, mais évidemment, on n'ouvre pas comme ça largement des postes de conseil. Il faut que les personnes détentrices des postes partent. Il faut recruter de nouveaux membres. Donc, elle avait prévu une montée en puissance progressive. Et puis, donc ensuite, 40% à partir de 2017. Et ce qui est très intéressant, c'est que dès le début, dans la loi, il est prévu que l'objectif de la loi, c'est aussi de renforcer les pratiques d'égalité professionnelle femmes-hommes dans les entreprises. Et donc, elle instaure une obligation pour le conseil d'administration de délibérer sur la politique d'égalité professionnelle. D'accord ? Donc, c'était aussi un objectif de la loi. Donc, on voit bien la visée systémique de la loi. Alors, c'est une loi qui concerne les conseils d'administration et les conseils de surveillance des entreprises cotées en bourse ou des entreprises, alors majoritairement des sociétés anonymes, qui emploient au moins 250 salariés permanents et présentent un chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Donc, c'est des entreprises plutôt de grande taille. Au départ, la loi prévoyait des entreprises de 500 salariés et en 2014, ça a été redescendu à 250 salariés. Donc, en fait, c'est un très grand nombre d'entreprises qui sont concernées par cette loi. Les sanctions prévues, alors, au départ, il y a eu des allers-retours entre les assemblées sur les sanctions, mais finalement, la loi Pacte a réintégré la suspension de la rémunération, enfin, la nullité de la décision du Conseil. Voilà. La sanction la plus forte, c'est de dire que si l'entreprise ne respecte pas cette loi, les décisions du Conseil sont nulles, dans lesquelles l'administrateur irrégulièrement désigné a participé. Donc, plusieurs sanctions sont prévues. Nullité de la nomination de l'administrateur trice en violation du quota, nullité de la décision du Conseil et suspension de la rémunération des administrateurs. La nullité de la décision avait été annulée par le Sénat en disant que ça mettait en risque les fonctionnements des entreprises, et ça a été remis donc par la loi Pacte en 2019. Alors, bon, très rapidement, c'est juste pour rappeler l'importance du conseil d'administration. Les conseils d'administration représentent les actionnaires d'une société. Ils sont chargés de définir et de valider la stratégie des entreprises, de déterminer le mode d'organisation, de nommer les directeurs généraux, directrices générales, de contrôler leur action, d'informer les actionnaires et les marchés. Donc, c'est un rôle très important et ils peuvent notamment décider de transférer les sièges à l'étranger ou pas. Ils sont chargés de surveiller toute la conformité aussi des actions de l'entreprise par rapport aux lois, par rapport au code de bonne gouvernance. Voilà. Donc, tous les travaux en matière de gouvernance montrent que ce rôle de gouvernance est de plus en plus important et renforcé. Et puis maintenant, ils sont aussi chargés, les entreprises ont de côté notamment de plus en plus d'obligations en matière sociale, environnementale. Donc, voilà, le conseil d'administration est responsable aussi de ce contrôle. Il est composé d'administrateurs et d'un ou d'une présidente qui peut être aussi directeur général. Dans ces cas-là, on parle de PDG. Alors, on s'est interrogé avec nos collègues du LIS pour se dire, mais comment ça se fait que cette loi a été votée ? Parce que, en tout cas, notre collègue juriste, Philippe Régnier, connaît bien le monde des juristes. Et il est clair, il avait rapporté des propos écrits de juristes constitutionnels qui étaient vraiment très hostiles à cette loi. L'idée de mettre des quotas dans le Code du commerce, cette ingérence de l'État dans la vie des entreprises, c'était quelque chose de très
très complexe. Les hommes politiques aussi avaient dit mais on ne va pas en trouver, il y a des secteurs où il n'y en a pas, il faudrait des quotas proportionnels. Enfin, il y avait quand même des résistances et toute une discussion. Et puis les gens du privé, bien sûr, disaient on n'en a pas, elles ne sont pas là, si on en avait, elles seraient là, comment on va faire? Bon. Donc il y avait quand même une résistance et une hostilité de certains milieux. Mais il faut bien resituer cette loi d'abord dans son contexte international. La Norvège avait voté fin 2003, avait été le premier pays à instaurer un quota de 40%. Ça avait été d'ailleurs aussi un gouvernement conservateur, enfin de droite, qui avait voté cette loi. Aussi pour les mêmes raisons, parce que depuis 10 ans, il n'y avait aucun progrès en matière de représentation des femmes dans les conseils d'administration en Norvège. L'Espagne avait adopté une loi, mais avec des quotas, enfin, c'était pas des quotas, c'était des objectifs à caractère non contraignant. Et puis, c'était en discussion depuis les années 2000, au niveau de la Commission européenne. Un projet de directive était en discussion depuis 2012 et il a finalement été adopté en 2022. Parce que certains pays étaient opposés, il a fallu lever ces oppositions. Donc, c'était en discussion, les grandes entreprises savaient que ça allait se passer. C'était un peu le marche mondiale. Aux États-Unis et dans les places mondiales, il n'y avait pas de loi de quotas, mais il y avait des codes de bonne gouvernance. Des codes de gouvernance qui disaient de plus en plus, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de femmes, ça veut dire que vous gérez mal vos talents. Enfin, le business case, où sont les femmes, on veut des talents, quel que soit le sexe, l'âge, la couleur. Donc, une entreprise qui n'a pas de diversité, c'est quand même, a priori, pas nécessairement un signe de bonne gestion des ressources humaines. Donc, il y avait aussi des pressions sur les places mondiales pour une présence accrue de femmes. Je vous ai parlé de l'enjeu de la gouvernance, la loi Sarbanes-Oxley. Il faut que les conseils soient divers, mixtes, etc. Et de plus en plus, les entreprises cotées avaient un rating social. C'est-à-dire que les investisseurs sont soucieux du fait que les entreprises respectent les lois, ne fassent pas courir de risques à l'actionnaire sur des risques de procès, des risques de mauvaise réputation, des risques de mauvaise gestion. Donc, ce rating social devient important. Bien sûr, la performance économique comptable est importante, mais la performance sociale est importante, extra-financière. Et on voit, c'est monté en puissance encore depuis 10 ans avec le développement des investissements ISR. L'investissement socialement responsable, ou l'ESG. Tous ces critères sont de plus en plus importants et depuis 10 ans, c'est maintenant aussi l'environnement, la finance verte, le développement durable, c'est intégré dans les critères du rating social. Donc, on voit qu'il y a une pression sur les entreprises cotées pour qu'elles respectent davantage les lois, qu'elles soient davantage soucieuses de leur impact sur la société. Et donc, en 2009, les entreprises françaises, le code AFEP-MEDEF, c'est lui-même fixé aussi des objectifs de 40% de femmes dans les CA. Mais ça, c'est des objectifs volontaristes. Bon, peut-être je ne pense pas qu'ils pensaient éviter une loi, parce qu'on dit toujours les entreprises font ça pour le faire avant que la loi les oblige. Mais bon, de toute façon, ils allaient dans le sens de l'écosystème et dans le sens de la loi. Alors en France, en plus, on a eu un alignement des planètes, oserais-je dire. Je ne sais pas si la loi serait passée quelques années plus tard. Enfin, on s'est posé la question. Bon, on avait bien sûr l'action des délégations aux droits des femmes qui ont porté ces textes, l'Assemblée nationale, le Sénat, et qui continuent de les porter. Nous avions Christine Lagarde qui était ministre de l'économie, les actions de Brigitte Grésy, qui a fait plusieurs rapports sur l'égalité professionnelle. Laurence Parisot était à l'époque présidente du MEDEF. Donc, elle ne pouvait pas dire qu'elle était pour des quotas, mais ils ont quand même reconnu que les quotas étaient un mal nécessaire. C'est ça le terme. Les quotas, c'est pas, personne n'aime les quotas, mais ça ne bouge pas, on ne progresse pas. Donc, il faut initier le changement. Les quotas sont un mal nécessaire. L'Institut français des administrateurs, qui promeut la bonne gouvernance, exprimait son soutien également. On avait tous les réseaux de femmes cadres qui, depuis 10 ans, sensibilisaient l'opinion publique
aux compétences professionnelles des femmes cadres, hein, en disant qu'elles peuvent, voilà, des femmes sorties des grandes écoles, des femmes experts comptables, des femmes avocates, arrivaient aussi des femmes journalistes qui ont écrit des articles sur ces sujets, sur l'enjeu de la féminisation. Donc c'était des sujets entrés dans l'opinion publique. Et finalement, il devenait difficile de s'exprimer en disant non, je suis contre la présence des femmes dans les conseils d'administration, ça n'a pas de sens. Voilà, c'était quelque chose que finalement, on pouvait de moins en moins difficilement soutenir. Et puis, il y avait tous les cabinets de conseil, l'étude McKinsey, Women Matter, qui, depuis 10 ans, montrait que quand il y a des femmes, il y a aussi de la performance économique. Alors, on y reviendra, hein, c'est pas magique, je pense, évidemment. C'est pas parce que vous mettez 3 femmes dans un conseil que la performance économique arrive, mais ça fait plaisir de voir qu'elle est là, quand il y a des femmes aussi, et qu'elle augmente, et que donc les arguments un peu dépréciatifs sur elles sont pas compétentes, elles vont être des potiches, enfin, on l'a tout entendu, ça. Finalement, quand on fait des études statistiques, ça ne tient pas. Donc, le business case a des arguments. Alors, sur la loi, la loi a eu des effets très rapidement, bien sûr, auprès des entreprises cotées. Hein. L'entreprise cotée ne peut pas se permettre de ne pas respecter une loi. Elle est scrutée par les analystes, par les actionnaires. Donc, on a eu très rapidement 40% de femmes dans les conseils d'administration des sociétés du CAC 40. Et puis, en 2017-2018, toutes les sociétés du SBF 120 avaient respecté le quota. Alors, le SBF 120, en fait, le CAC 40, c'est les 40 plus grandes capitalisations de la place de Paris. Et il fait partie du SBF 120 qui comprend les 120 plus grandes capitalisations de la place de Paris. Alors, où le résultat était moins probant, c'est dans les sociétés qui étaient hors de ces indices, qui sont des sociétés dans d'autres secteurs de plus petite taille, de plus petite capitalisation, où on était plutôt aux alentours de 28%, 30%. Hein, donc la loi n'était pas vraiment totalement respectée, déjà même au niveau des entreprises cotées. Et alors, où on a constaté qu'il y avait un problème, c'est, en fait, on ne sait pas. Pendant longtemps, l'État ne savait pas si la loi était respectée dans toutes les entreprises non cotées. Voilà. Donc, alors le Haut Conseil à l'égalité avait fait un rapport en 2016, il l'avait signalé. On l'a rappelé lors de la table ronde en 2021, la délégation aux droits des femmes du Sénat. On a dit oui, la loi c'est bien, mais 10 ans après, l'État ne se donne toujours pas les moyens de savoir si sa loi est respectée. Donc, Donc maintenant, ils se sont donné les moyens, mais il faut attendre encore un petit peu pour savoir si vraiment il y aura des sanctions ou pas. Pour l'instant, à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait eu de sanctions. Mais bon. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Bercy. J'avais fait cette présentation à Bercy et ils m'ont dit si maintenant il y a une obligation, les entreprises ont une obligation de déclarer. Donc en 2023, elles m'ont dit c'est bon. Donc maintenant, les sanctions, c'est ce que j'ai dit là-haut, la nullité de la nomination de l'administrateur, la nullité de la décision du conseil et la suspension de la rémunération. Donc c'est des sanctions fortes. Bon, mais pour avoir cette sanction, encore faut-il bien vérifier que la société, effectivement, ne respecte pas la loi. Mais en tout cas, l'État n'avait pas mis en place le dispositif de suivi total de la loi. Donc toujours est-il qu'on était à 25% à peu près dans les entreprises non cotées. Mais c'est une estimation, c'est des études, voilà. Et pour les plus petites, 250 salariés, on était plutôt à 18%. Donc ça montre bien que, évidemment, c'est difficile de faire des changements à l'échelle de toutes les sociétés, quand les sociétés sont moins exposées que les sociétés cotées. Donc, c'est juste pour montrer, alors, la progression, les effets magiques des lois. Bon, 2006, 6%, 10%, 15%. Le FTSE, c'est au Royaume-Uni. Et le Standard & Poor's, c'est New York, États-Unis. Donc, 6% en France, 10% FTSE, 15% Standard & Poor's. Bon, c'est les 500 plus grosses capitalisations américaines. 2010,
Alors, vous voyez, 2010, les lois étaient déjà dans les tuyaux, tout le monde en parlait, 12%. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au Royaume-Uni, ça a augmenté aussi. Alors, vous pouvez me dire, finalement, si ça augmente sans loi, c'est qu'il n'y a pas besoin de loi. Bon. Non. Oui. Au Royaume-Uni, ils ont toujours leur manière particulière de procéder. Ils avaient un lord qui a écrit à toutes les entreprises en disant « Il faut que vous mettiez en place une bonne gouvernance, il faut davantage de femmes. Et je viendrai, je passerai, j'irai voir si vous avez davantage de femmes. Et sinon, vous devrez nous expliquer pourquoi vous ne l'avez pas fait. » Et donc, c'était Lord Davis à l'époque. Et donc, elles ont le fait. Puis ça devient pratiquement une obligation, en fait. C'est fortement demandé. Et puis, il y avait aussi l'idée que si vous ne le faites pas, l'Union européenne va nous imposer une loi. Donc, faisons-le avant qu'on ait une loi. Bon, depuis, ils sont sortis, mais ça avait marché. Et ils continuent. Ils ont continué les 40%, parce que c'est une norme mondiale de bonne gouvernance, en fait. Donc, eux, ils continuent. Nous, on a bien marché avec la loi Copé-Zimmermann, 12%, 20%, 29%, 43%. Là, on est bon. 46%, espérons que ça reste comme ça. Pour le SBF 120, je vous dis, pour les plus petites sociétés et les sociétés de nos côtés, on est plutôt aux alentours de 25, 30, enfin, on ne sait pas, en fait. Le FTSE est à 42, et les Américains se sont arrêtés à 33, en disant, bon, c'est bien déjà. Non, je plaisante, parce qu'une fois, les Américaines avaient fait le club des 30%. Puisque le plafond de verre, c'est 20%, souvent. C'était 20% partout. On a 2 femmes, c'est bien. 20%. Et les Américaines avaient fait le club des 30%. Donc, voilà, voilà, aux États-Unis, c'est beaucoup plus une action. Voilà, il n'y a pas de loi. Donc, ce que j'avais étudié avec mes collègues, Ray et Marie-Josée, c'est les profils des nouvelles femmes qui sont arrivées. Parce qu'on nous disait, on n'en a pas, elles ne sont pas qualifiées, on ne veut pas des femmes qui n'ont pas d'expérience, voilà. Bon. Donc, on a montré qu'en fait, celles qui arrivaient étaient plus diplômées que celles qui étaient là avant, ce qui n'enlève pas le mérite des administratrices qui étaient là avant, mais c'était souvent surtout des personnes des familles. Et donc là, on avait des administratrices qui devenaient, j'allais dire, qui avaient des profils comme les hommes, c'est-à-dire des grandes écoles, des universités, des MBA, donc des diplômes adéquats, des carrières, une expérience du monde des affaires, des expériences de direction fonctionnelle ou d'experts. Il y avait aussi des directrices générales. Donc, en fait, on n'avait pas des potiches, entre guillemets, comme me disait quelqu'un. On avait des femmes qui arrivaient avec des vraies expériences, trajectoires, compétences, des réseaux qui rejoignaient donc les conseils d'administration. Alors, évidemment, les hommes restaient plus nombreux à être PDG, c'est toujours le cas. Et ce qui est aussi frappant, c'est qu'il y avait davantage de femmes, de personnes étrangères, de nationalité étrangère, parmi les femmes. Parce que les conseils, comme il y avait aussi des codes de bonne gouvernance d'avoir des personnes de nationalité étrangère, pour avoir de la meilleure gouvernance, elles ont pris aussi des femmes étrangères. Et c'est toujours le cas. Les femmes dans les conseils d'administration en France sont davantage d'origine... il y a davantage de personnes d'origine étrangère, de non françaises dans les femmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Elles étaient plus jeunes à l'époque. Les hommes étaient là depuis plus longtemps dans les conseils. J'allais dire, ils vieillissaient dans les conseils. Non, mais disons qu'ils pouvaient y rester parfois un certain temps. Ils avaient leur expérience et tout. Les femmes étaient un peu plus jeunes. Mais ce qu'on a montré, c'est que les nouvelles arrivées n'étaient pas plus jeunes que celles qui étaient déjà là. Donc, en fait, ils ne sont pas allés chercher, entre guillemets, des petites jeunes. Le vivier était là. Il y avait déjà des femmes de 50 ans avec de l'expérience, des carrières. Simplement, elles n'auraient pas pu rentrer dans les conseils s'il n'y avait pas eu la loi. Donc le vivier était là, mais là, ils ont été un peu obligés de les faire rentrer. Ce qui est frappant, c'est toujours le cas, c'est qu'elles sont davantage administratrices indépendantes que les hommes. C'est-à-dire qu'elles sont moins souvent des administratrices internes. Elles ne viennent pas de la direction de l'entreprise. Elles sont externes, puisqu'il y a dans la loi, il est obligatoire qu'il y ait des administrateurs indépendants dans les conseils pour être garant du respect, exercer un rôle de contrôle sur le conseil. Elles étaient moins cumulardes que les hommes. Elles sont moins souvent présidentes de conseil, ça c'est toujours le cas.
Alors, à l'époque, donc c'était ancien maintenant, elles étaient pas beaucoup, elles arrivaient, il faut dire, elles étaient peu souvent présidentes des comités internes au Conseil, qui sont des groupes internes au Conseil qui travaillent sur la rémunération, sur les nominations, sur l'audit stratégique, RSE. Et la bonne nouvelle, que je vais vous montrer juste après, c'est que maintenant, elles sont présidentes des comités internes. Donc, alors, en 2024, enfin en 2023 plutôt, en 2023, parce que ça, c'est des données 2024 sur 2023. Dans le SBF 120, on a 13 femmes présidentes de conseil. Bon, 13 sur 120, dans les 10%. C'est quand même... on ne les aurait jamais eues, si on n'avait pas eu la loi. Donc présidente. 7 présidentes de conseil et 6 présidentes directrices générales. Voilà. Une autre bonne nouvelle, c'est surtout celle-là, que les comités montrent une parité femmes-hommes. C'est-à-dire que les entreprises ont vraiment là joué le jeu de la parité, enfin les conseils d'administration. Et par exemple, le comité d'audit, on a 57,5% de femmes, de présidents. Non, attendez, je vous le montre juste après, parce que... Ouais, voilà. Comité d'audit, on a 51,8% de femmes. Okay, donc il y a plus de femmes que d'hommes dans les comités d'audit. Et il y a plus de présidentes femmes que de présidents hommes. Bon, donc c'est quand même, c'est ça la bonne nouvelle, que les femmes non seulement sont venues dans les conseils, mais elles y travaillent. Elle se désigne comme présidente de comités internes et notamment de l'audit, ce qui est un rôle important de contrôle de ce qui se passe dans la société. Également, idem pour les comités de rémunération. Et alors, le comité RSE explose. On a les présidentes de comité RSE, 67,6% sont des hommes, des femmes. Alors, RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est tout le nom financier. C'est tous les indices ESG, les indices ISR. Donc, oui, alors, les indices dont j'ai parlé tout à l'heure, investissement socialement responsable, donc l'environnement, développement durable, le respect des droits humains. Bien sûr, la diversité, la non-discrimination. Qu'est-ce qu'il y a dans le RSE Pardon ? Oui, voilà, la chaîne de sous-traitance, enfin le respect des droits humains parmi les sous-traitances, le respect des lois, bien sûr. C'est de grands domaines. L'écologie, prend de plus en plus d'importance avec des bilans carbone, etc. Bon, donc c'est vrai que la RSE monte en puissance. On demande de plus en plus aux entreprises de veiller à ces critères RSE. Et les femmes, apparemment, ont une appétence pour ces sujets, qui sont plus des sujets sociétaux. Et puis les conseils, voilà. Donc, alors, en termes de membres, oui, on voit bien la différence entre 2017 et 2024. Voilà. De toute façon, la conclusion, c'est que les femmes sont de plus en plus présentes dans les comités internes des conseils et elles exercent des fonctions de présidence en majorité dans tous les conseils et encore plus dans celui de RSE. Oui. Sur ton graphique, là, sur des pourcentages que tu montres, est-ce que la quantité a augmenté aussi? C'est-à-dire le nombre de femmes et d'hommes, normalement, ils sont à 40%. Enfin, peu ou prou. Je te parle précisément en quantité, à valeur absolue. Est-ce que ça a augmenté le nombre de personnes embauchées dans ces... Dans les comités. Alors, il y a eu une tendance, alors ça c'est une bonne... Oui, il y a eu une tendance des entreprises à augmenter leur taille de conseil d'administration. Parce que il faut plus de place pour les femmes, on ne va pas non plus faire partir des hommes en cours de mandat ou qui ont démérité. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une tendance à élargir les tailles des conseils d'administration. Mais, en tout cas, même si la taille a augmenté, les femmes, ils sont, en tout cas, en majorité dans les comités. Elles sont en majorité et puis elles sont présidentes. Oui, il y a eu ça. Si, il y en a eu qui sont partis. Il y a eu des limites d'âge, il y en a qui sont partis. Oui. Ce
l'indemnisation de présence, de travail, quantité de travail, etc., il est rémunéré, les représentants des administrateurs, les administratrices sont rémunérés sur le travail. Et donc, j'avais lu que les femmes sont plus redirigées vers des activités à caractère fiscal, et un peu éloignées dans tout ce qui est investissement, capitalisation, etc. Et aussi parce que dans ces comités-là, le travail est moins rémunéré que dans les... Ben, je pense que c'est plus le cas, ça. Je pense que c'était vrai peut-être en 2017, 2018. Mais là, les chiffres, non, le comité d'audit, le comité de nomination, c'est le plus important. C'est celui qui, enfin, en tout cas, c'est celui où les hommes sont encore assez en majorité, important. C'est le comité qui choisit les délégués, les directeurs généraux. Le comité de rémunération, c'est aussi un comité sensible. Alors, il y a peut-être des comités stratégiques aussi. Là, j'avoue que, en matière de gouvernance, j'ai atteint mes limites. Mais je pense que c'est, on peut plus, en tout cas sur le SBF 120, ce serait plus justifié de le dire. Hein. Ils ont vraiment, on est à parité de présence, ou même plus, et sans doute, enfin, ils peuvent plus se permettre d'avoir trop de. Ils sont tellement scrutés par les analystes, par les. Bon, non, je pense pas. Oui. 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 Ces pourcentages, c'est quoi exactement? Parce que la somme ne fait pas 100%. Non, non, c'est... oui. Il faudrait que je relise le... non, la somme... Non, ça veut dire que le reste, c'est les hommes. C'est-à-dire, ton comité d'audit, il est composé à 51,8% de femmes, et le reste, c'est les hommes. Et les présidentes, les autres présidents, c'est des hommes. Oui, non, il n'y a pas. Tu ne peux pas faire de somme. Tout le reste, c'est les hommes. Pourtant, partant de l'audit, je vois, Oui. le clair, c'est 2017. Oui, c'est 2024. C'est les présidentes. C'est les présidentes. En fait, tu as 2 colonnes, mais c'est trop petit, c'est pour ça que vous ne voyez pas bien. Ça, c'est le nombre de membres, et ça, c'est le nombre de présidentes. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, il y a plus de femmes présidentes des comités internes que d'hommes, partout. Alors c'est peut-être parce qu'elles se désignent plus pour être présidentes, je sais pas. En tout cas, elles sont bienvenues dans les conseils avec l'idée d'y participer, d'apporter leur valeur ajoutée et d'exercer des fonctions de responsabilité rémunérées. Hein? Bon, donc là, alors peut-être que là, on a effectivement un biais, on a les entreprises les plus, qui doivent être les plus exemplaires, avec des administratrices les plus formées, c'est des femmes surqualifiées, bon évidemment, hein, mais c'est plutôt... quand on avait les discours sur on n'en trouvera pas, elles ne sont pas compétentes, là, bon, on a... voilà, assez rapidement quand même, oui, 12 ans, 13 ans après la loi, le temps qu'elles arrivent, qu'elles montent en puissance, que c'est plutôt des nouvelles intéressantes. En tout cas, elles jouent un rôle, elles ont les moyens de jouer un rôle dans les conseils. Évidemment, toutes les femmes ne pensent pas pareil, ni les hommes non plus, hein, mais ça veut dire que maintenant, on a dépassé l'effet, on a atteint l'effet, comment on appelle ça, les 30%, là, l'effet de blocage, l'effet à partir duquel on dit une minorité peut jouer un rôle dans un conseil. On estime cet effet à 30%. À partir de... Oui. Le seuil de... Je l'ai tout le temps, je le retrouverai. La masse critique, voilà. La masse critique, seuil critique. C'est-à-dire que quand vous avez une assemblée où il y a 40-60, bon ben, quand une femme s'exprime, on ne dit pas qu'elle s'exprime en tant que femme, elle s'exprime comme membre de l'assemblée. Et voilà, on n'a plus le groupe des femmes, le groupe des hommes ou la minorité des femmes. On a des membres d'assemblée au même titre... femmes et hommes. Donc, on peut... Et toi qui est tout le temps levé là-dedans, la tendance actuelle, parce qu'à l'université, ce qui se passe, c'est qu'on a eu une période favorable, je dirais 2005-2020, où les femmes sont devenues directrices de labo, et aujourd'hui, ce qu'on voit un peu partout, c'est que... Attends, on parlera du futur après. C'est que les nouveaux directeurs, ceux des chiffres-là, Oui. qui étaient montés à très haut. Oui, ça baisse, oui. Non, mais il n'y a pas de... Non, là, il y a des lois. Hein, donc,
c'est non réversible pour l'instant. Tant qu'il y a des lois, ça va être maintenu. D'accord ? Après, on verra, on peut toujours changer les lois ou revenir en arrière. Mais quand il y a des lois, voilà, bon, on va voir. Maintenant, l'enjeu, c'est que ça, on observe ça dans les autres sociétés de plus petite taille et non cotées. Il y a un décalage. Voilà. Et là, il y a un décalage et on est plutôt aux alentours de 25, estimé 25, 30% maximum. 25. Ah. Donc oui, on est... Alors, moi, quand j'avais fait l'audition à la table ronde à la délégation droits des femmes du Sénat, donc en 2021, j'avais dit on est au milieu du gué, c'est-à-dire ça, parce que tout le monde disait la France c'est super, on y est arrivé, on a des femmes, tout ça, oui, mais justement il y avait toutes ces sociétés invisibles, non cotées, dont on ne savait pas les chiffres et qui ne respectaient pas vraiment totalement la loi. Et l'État s'était pas doté des moyens de suivre l'application de la loi. Donc j'avais dit, en fait, on n'y est pas encore, hein, c'est pas encore une réussite totale. Tant qu'on ne sait pas contrôler et qu'on ne sait pas sanctionner, on ne peut pas dire que la loi n'est pas respectée partout. Donc c'est ensuite, fin 2021, qu'ils ont adopté la loi Rixain qui prévoit un contrôle de la loi Copé-Zimmermann. Donc c'est... Par exemple, il y a une entreprise qui, tout d'un coup, il y a moins de 30%. Justement, on ne sait pas là encore pour l'instant. Enfin, c'est-à-dire que j'ai pas vu de précédent sur ça. Il n'y a pas une sanction? Si. Alors, si tu avais suivi... Non, je plaisante. Les sanctions, elles sont là au début. Nullité de la nomination de l'administrateur, mais c'était peut-être pas clair. Hein. Nullité de la nomination de l'administrateur. Surtout, nullité de la décision du Conseil. Donc, le Conseil ne peut plus fonctionner. Et ça, c'est pour ça que le Sénat s'était opposé à cette sanction en disant ça met en péril la sécurité juridique du fonctionnement des entreprises. Et c'est la loi Pacte en 2019 qui l'a remis. Mais oui. Si vous me permettez, le juriste le plus débutant, il va dire ça, il va dire qu'en droit, quand on met des choses qui sont très difficiles à appliquer, qui oui. vont à l'encontre effectivement oui. de la mission première de l'entreprise, c'est de ne pas perdre et de bloquer le fonctionnement d'eux. Il sait que d'abord, c'est très compliqué de mettre des décrets d'application tout simplement. Oui, mais ils l'ont fait là. Ils l'ont fait. Mais on ne peut pas le faire matin et soir. Non, mais là ils ont mis 10 ans à le faire, donc ils l'ont fait. Oui. Quand on ne met pas c'est sûr. des sanctions facilement applicables, c'est que dès le départ, on a eu des réticences à la faire. C'est-à-dire qu'on y a mis des bâtons. Oui, non, mais bien sûr qu'il y a des résistances. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a quand même un effet incitatif. Il ne se serait rien passé du tout, hein. Il a eu un effet incitatif, et moi je me rappelle quand Oui. il a été voté, ici à Paris, toutes les personnes, les femmes qui sont un petit peu qui sont dans cet environnement-là se sont encouragées les unes les autres, il faut suivre, etc. Et ça a bénéficié d'une vote. Oui. Du coup, qui a fait arriver des femmes à ces entreprises. Oui, il y a eu des formations, des écoles, bien sûr. Toutes les femmes vont dans des entreprises qui sont connues parce qu'il faut chercher où est-ce qu'il y a des postes, etc. Et donc les autres qui ne sont pas cotées, qui ne sont pas dans le labo, ils sont passés sous le radar, personne ne postule, personne ne... Alors ça, je sais pas. Je sais que ça a été élargi aux sociétés d'assurance mutualistes. Donc les lois successives élargissent et renforcent la loi Copé-Zimmermann. Donc on peut quand même penser qu'on est sur un mouvement durable. Oui, c'est ce que j'avais dit. Alors, j'avais souligné déjà auprès de la délégation aux droits des femmes du Sénat que je pense que certaines entreprises ne connaissent pas, ou ne savaient peut-être même pas qu'elles avaient cette obligation de cette loi. Hein. Donc, depuis quelques années, avec la loi Rixain, on voit aussi que l'action du gouvernement, je vois maintenant sur les sites des DRIETS, hein, des directions régionales de l'économie, il est marqué vos obligations en matière de parité. Enfin, je pense que les parlements ont rappelé au gouvernement qu'il doit faire appliquer cette loi et faire la promotion de ces lois. Mais bien sûr qu'il y a des résistances et ça va être compliqué. Hein. Je ne sais pas si un jour il y aura vraiment des sanctions. J'espère. Mais en tout cas, sur les sociétés cotées qui quand même sont les plus visibles et concernent quand même un grand nombre de salariés, sont visibles, ça change des choses. Bon. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a eu ces quotas dans d'autres pays, dont 9 ou 10 pays européens.
Et puis, il y a des initiatives parfois de quotas dans certains pays, Malaisie, alors il y a des pays différents, en Inde aussi, ils en ont mis. Oui, et il y a aussi, quand il n'y a pas de quotas, je vous dis, il y a des codes de bonne gouvernance sur les bourses mondiales. Pour être coté sur les grandes places, il faut avoir des conseils d'administration ou des comités de direction le plus mixtes, au moins qu'il y ait davantage de femmes. Hein. Donc c'est quand même un mouvement qui semble difficile d'arrêter. C'est-à-dire, en fait, ce qui me semble intéressant dans ce mouvement, c'est que ça coupe court à beaucoup de stéréotypes ou de préjugés dépréciatifs qui disaient les femmes, elles ne sont pas compétentes, elles ne sont pas là, qu'est-ce qu'elles vont nous apporter, on n'en a pas besoin, elles ne sont pas... Bon. Là, elles sont là, elles sont compétentes, les conseils fonctionnent, on dit que c'est une norme de bonne gouvernance mondiale. Donc du jour au lendemain, pour répondre à ta question, on ne peut plus dire « Oh, on ne veut plus de femmes ». Alors il va falloir expliquer que tout ce qu'on dit depuis 15 ans, c'est un peu, c'est devenu une réalité ou une évidence, ou de se dire, l'idée c'est quand même de dire les compétences et les performances n'ont pas de sexe, et pourquoi on se priverait? Elles sont réparties aléatoirement dans la population. Bon, bien sûr, il y a des qualifications, des trajectoires différentes, hein, mais ces administrateurs, ces administratrices, ils sont recrutés sur la base, évidemment, de leur CV, de leur qualifications, de leurs expériences. Donc, ce n'est pas n'importe quelle femme ou n'importe quels hommes. Hein, c'est des personnes qui apportent des ressources au conseil d'administration. Et on ne pourra plus dire les femmes n'en ont pas. Donc, c'est pas pour dire qu'elles sont meilleures, mais ces stéréotypes dépréciatifs... seront obsolètes. Hein, c'est ça l'idée. Après, évidemment, il y a des femmes plus ou moins compétentes et des hommes plus ou moins compétents. Hein, c'est pas là. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que la directive européenne a finalement été adoptée. Donc, elle était en gestation depuis 10 ans. En 2022, qui impose une... Donc, alors, je dirais pas une... J'aime pas ce mot féminisation. En fait, c'est pas une féminisation, c'est le fait qu'il y ait des quotas de personnes du genre, du sexe sous-représenté. C'est une mixité, en fait. Impose une mixité. Une mixité. En fait, on devrait plutôt dire une mixité des conseils d'administration. Alors, des sociétés de plus de 250 salariés cotées en bourse. Okay. Donc... Oui, on va dire parité ou mixité dans les conseils d'administration. Donc la directive a été transposée en France en 2023, mais la loi française était mieux disante que la directive européenne en matière de mixité dans les conseils d'administration. Donc, et donc surtout ça continue, hein, c'est-à-dire... Alors, je voulais parler de la loi Sauvadet, parce que la loi Sauvadet, dite Sauvadet, a été votée juste après la loi Copé-Zimmermann. Alors, la loi dite Sauvadet s'applique à la fonction publique, hein, elle a d'autres dispositions que la mixité. Mais dans cette loi, on impose un taux minimum de personnes de chaque sexe parmi les personnes nommées pour la première fois aux principaux emplois de l'encadrement supérieur de l'État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière. Donc en fait, c'est quand même des quotas de femmes, puisque c'était majoritairement des hommes, dans les primo-nominations. Et donc ça a aussi permis une certaine augmentation de la présence des femmes au poste de hauts fonctionnaires, hein, où on est passé de 25% à plus de 40% dans les primo-nominations. Alors vous voyez, l'application des lois est suivie par les délégations aux droits des femmes, au Sénat notamment, et elles ont constaté que c'était trop long. C'est-à-dire que si on passe à 40% des primo-nominations, ça n'a pas un impact sur le stock aussi rapide que ça, mais le stock augmente quand même. On passe par exemple de 25% de femmes à 33% dans la fonction publique d'État. Des postes, c'est les A+, je crois, hein, c'est les A+. Et on est passé de 28% à 35% dans la fonction publique territoriale. Donc, ça fait son chemin tout de même. Hein. Et puis Bercy, maintenant aussi, a davantage de femmes. Voilà, il y a eu des bastions qui se sont un petit peu... Donc,
je crois que Bercy avait été condamné, parce qu'il ne respectait pas la loi Sauvadet. Enfin, bon, donc, même les ministères peuvent être sanctionnés. Là, il y avait eu des sanctions. Donc, faut le saluer. Et donc, on a du coup, j'ai redécouvert la loi du 19 juillet 2023 qui augmente le quota pour les primo-nominations au poste de haut fonctionnaire. Donc, ils se sont dit 40%, ça va être trop long. Alors, on y va, on va à 50%. Bon, on va voir. Mais bon, ça montre qu'on a quand même nos parlementaires qui suivent les lois, qui sont soucieuses de leur application, qui essayent, même s'il y a des résistances, de les faire appliquer. Bon, voilà. Alors, et donc, la plus belle, bon, on va voir ce que ça donne, c'est la loi dite Rixain, alors qui, elle, était quand même, je ne pensais pas qu'on la passerait, mais bon, on l'a passée. C'est à la suite, je pense, du constat de... En fait, ce qu'ils ont constaté quand ils ont fait l'analyse de la loi Copé-Zimmermann, c'est qu'il y avait certes des femmes dans les conseils d'administration des très grandes entreprises, mais ça ne changeait rien au niveau des équipes dirigeantes. Ou ça changeait. En fait, si ça changeait quand même, on est passé de 7% à 18%. Mais on allait avoir le plafond de verre, 20%. Il était tout à fait probable qu'on s'arrête à 20%. On dit on en a 2, c'est bien. Et donc, comme les Américaines avaient fait le club des 30%, eh ben, les Françaises se sont dit, bon, nous, on va refaire des quotas. Et donc, il y avait aussi les Allemands qui avaient fait des quotas aussi, une époque de femmes. Donc voilà, il y a plusieurs pays qui réfléchissaient à ce que les femmes ne restent pas uniquement dans les conseils d'administration non exécutifs, mais qu'elles aillent dans les comités de direction, qui était le dernier, voilà, le plafond de verre. Et donc, cette loi dite Rixain oblige les entreprises de plus de 1000 salariés, donc les grandes entreprises, et on a reproché à cette loi de ne concerner que les grandes entreprises. En plus, quand on a une holding, ça ne concerne pas la holding. Bon, on peut avoir des moyens de contourner un petit peu cette loi, mais bon. Disons, obligation de publier les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes. À partir de mars 2026, atteindre un objectif d'au moins 30% de femmes et d'hommes dirigeantes. Alors, j'ai essayé de faire de l'écriture inclusive, j'y arrive plus ou moins, j'ai essayé, et d'au moins 30% de femmes dans les instances dirigeantes. À partir de mars 2029, l'objectif passe à 40%. Bon. Il est prévu une pénalité financière, donc on verra. On se donne rendez-vous dans quelques années, comment ça se passe. Ce qui est intéressant quand même, c'est que dans les instances de direction du SBF 120, on est passé de 7%, comme je vous le disais, en 2010, à 23% en 2023. Donc on a un quart de femmes, ce qu'on n'aurait jamais eu sans les lois. Alors que les femmes étaient là, elles étaient compétentes, qualifiées. Bon. Alors, ce qui est surtout très intéressant du point de vue de la RH, enfin de la gestion des talents, c'est que maintenant, les grandes entreprises gèrent les carrières des femmes comme celles des hommes. C'est-à-dire, elles sont soucieuses, enfin, pratiquement, elles sont soucieuses d'avoir des viviers de talents dans tous les métiers, pas seulement les métiers uniquement qui étaient plutôt un peu plus féminisés, d'avoir aussi des femmes dans les métiers opérationnels, les filières opérationnelles, les filières techniques, pour atteindre ces 40%. Donc ça a un effet positif sur les carrières, l'ouverture des carrières, toujours un peu être en soutien des femmes et des hommes évidemment. Normalement, l'égalité professionnelle dans l'entreprise doit aussi s'en ressentir. Et d'ailleurs, les entreprises se sont efforcées de mettre en place des programmes d'encouragement des carrières des femmes, de soutien à la carrière, d'entreprises plus inclusives par rapport à certains parcours. Voilà, ça oblige aussi à revoir leur mode de gestion qui soit moins sexué, moins genré. Pour l'instant, on a 44% des sociétés du SBF 120 qui sont conformes. Donc, elles ont encore 3 ans pour être en conformité avec la loi. Pour le premier palier de 30%. Okay. Bon. Alors, et cette loi Rixain aussi a aussi renforcé les obligations de délibérer sur l'égalité professionnelle dans les conseils d'administration. Enfin, on voit que les lois continuent de construire l'édifice de la parité
dans le monde économique et d'encourager l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Alors vous allez me dire, oui, ça reste cantonné, c'est les grandes entreprises cotées qui sont concernées, mais ces grandes entreprises cotées, elles doivent aussi... elles vont demander ça aussi à leurs partenaires, à leurs fournisseurs. Elles ont des pratiques RSE, elles sont exemplaires. Donc, et petit à petit, l'idée, c'est quand même que ça change l'image du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir cesse d'être uniquement associé essentiellement aux hommes. Ça peut changer les stéréotypes dépréciatifs. Enfin, c'est l'idée de ces pratiques. Hein. Bon. Alors, la dernière question, toujours un peu sensible, c'est finalement... mais il faut y répondre parce que quand vous dites il me faut des femmes dans un comité quelque part, ils vont vous dire pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faudrait des femmes? En quoi bon. Alors... il y a des raisons, bon, on va discuter. Alors, sur le fonctionnement des conseils d'administration, ça a été beaucoup étudié par Morten Hus, qui est un prof norvégien. Et il disait, heureusement qu'il y a eu cette loi, ça lui a fait 15 ans de travail, de publication. Il a fait le tour du monde pour expliquer ce qui se passait dans les conseils en Norvège, parce que tout le monde lui disait, alors, les femmes, comment ça se passe? Bon, alors, lui, il a vraiment fait ça. Et la dernière partie de sa carrière sur ce sujet. Et d'ailleurs, il dit bien hein, que... D'ailleurs, il a fait un article récemment où il disait qu'il s'exprimait en tant qu'homme, parce qu'il dit qu'il ne faut pas que les femmes qui doivent s'exprimer sur les femmes dans les conseils d'administration. Donc, il s'exprimait en tant qu'homme. Et il disait que, bien sûr, lui, féministe, hein, donc il se dit féministe, mais il disait que, évidemment, ce n'est pas la magie, hein, ce n'est pas parce qu'il y a des femmes que, hop, les conseils vont mieux marcher, mais que ça oblige déjà les conseils à mieux fonctionner. C'est comme quand vous amenez des outsiders dans un groupe. Déjà, les recrutements sont plus transparents. Ça a participé de la professionnalisation des membres des conseils, qui sont... Les femmes se sont formées, donc les hommes aussi. Hein. Finalement, ça devient aussi une pression un petit peu à ce que les membres du conseil deviennent plus professionnels. Des conseils qui sont mieux préparés. Voilà, donc, bon, ça tire un petit peu le fonctionnement des conseils vers le haut, avec davantage de discussions tournées vers la stratégie, les dimensions sociétales. Alors, j'ai ajouté quand il y a des différences de valeurs entre femmes et hommes, parce qu'évidemment, les hommes aussi peuvent s'intéresser à la RSE, aux dimensions sociétales, mais quand il y a des différences, parfois, les femmes peuvent avoir un poids dans la discussion. Hein. Il y a des indications comme quoi le Conseil fait mieux son rôle de contrôle. Hein, c'était l'idée de la gouvernance. Vous faites venir des personnes extérieures, des personnes qui sont moins dans les réseaux, ça a un meilleur rôle de contrôle. Et il y a quand même une étude américaine très intéressante, déjà ancienne, qui est une méta-analyse de 140 études, qui indique que quand il y a plus de femmes, eh bien, le Conseil fait plus son rôle de contrôle et s'implique plus dans la stratégie de l'entreprise. Donc, c'est plutôt facteur d'amélioration du rôle du Conseil. En tout cas, ce n'est pas négatif déjà. Donc, un autre effet, alors ça c'est le premier, c'est encore plus, ça peut être discuté, c'est l'effet sur la performance économique. Alors évidemment, il y a des gens qui disent que finalement le conseil d'administration n'a pas forcément un rôle aussi direct que ça sur la performance économique, parce que la performance économique d'une entreprise, ça dépend de tellement de choses, des aléas, bon. Donc déjà dire qu'il y a un lien direct entre le conseil d'administration et la performance économique de l'entreprise, c'est déjà, ça peut être discuté. Ce que les études montrent, c'est qu'il y a un lien entre la formation et la qualification des membres du conseil et la performance économique, quand même. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'études de différents pays qui montrent que la rentabilité ou les résultats comptables sont meilleurs quand il y a un peu plus de femmes. Et c'est dans la durée. Il y a des études qui ont étudié ça sur 5 ans, en laissant le temps aux femmes de faire leur action. Il y a quelques études qui ne trouvent pas de relation, ce qui peut aussi tout à fait se comprendre. Hein. C'est pas parce qu'on met... Et ce que nous rappelait Morten Hus dans son article, c'est de dire qu'un conseil, ce qui fait la performance d'un conseil, c'est sa dynamique de travail. Est-ce que le conseil travaille bien, fait bien son rôle, qu'il y a une dynamique d'équipe, que chaque membre contribue. Donc, évidemment, si vous avez un conseil qui n'exerce pas vraiment son rôle ou qu'il y ait 2 ou 3 femmes dedans, ça ne va pas nécessairement changer les choses. Hein. Donc, c'est bien sûr toute la dynamique du conseil qui est facteur de performance. Hein. En tout cas, ce n'est pas négatif.
Voilà. Les femmes participent de cette dynamique et il y a des liens positifs entre présence des femmes et performance comptable. Alors vous allez me dire, ça peut être une causalité inversée, c'est-à-dire c'est les entreprises plus performantes qui sont également plus innovantes, plus RSE et qui vont faire entrer les femmes. Mais les relations se poursuivent dans la durée, donc il semble quand même qu'il y ait des liens. Après, on va aller sur des choses... alors, un peu plus, il faut faire attention après aux stéréotypes, hein, mais de dire que, vous savez, en finance, il y a aussi des travaux sur la finance comportementale qui étudient les réactions des hommes et des femmes face à certaines situations. Et donc, il est quand même dit que les femmes sont un peu plus averses au risque, par exemple dans leurs décisions d'investissement, que les hommes. Bon. Alors, ça peut être vu comme quelque chose de négatif, ou ça peut être vu comme finalement de la prudence, de la réflexion, et finalement une prise de décision plus avisée, moins de prise de risque, et finalement ça peut être salué par les actionnaires, hein, et les marchés. Donc voilà, ce qui pouvait être un argument qui se retournait contre les femmes, vous êtes averse au risque, vous êtes trop prudente, vous manquez de... quand on pilote des grandes entreprises avec des impacts importants sur la société, sur les comptes, finalement avoir une bonne gestion et être soucieux de l'efficacité des ressources, du non-gaspillage des ressources, ça peut être un facteur de bonne gouvernance. Hein. Donc, finalement, il semble que les marchés financiers réagissent positivement maintenant à la nomination d'une femme PDG. Ce qui était moins le cas il y a 12-15 ans. On avait des travaux qui disaient quand une entreprise nomme une femme PDG, le marché peut réagir négativement. Alors, il y a le Glass-Cliff qui disait que que quand on nommait une femme PDG, c'est que l'entreprise était déjà au bord de... Enfin, que la situation était perdue, un peu. Hein, c'est Theresa May, si vous voulez, le Glass-Cliff. C'est la situation est catastrophique, plus personne ne veut y aller, Boris Johnson va faire du golf, et Theresa May arrive et essaie de sauver la baraque. Non, mais c'est quand même ce qui s'est passé quand même chez les Britanniques. Et donc, après, au bout de 2 ans, on la remercie. Merci, madame. C'était bien d'être venue. Bon. Mais, et Boris Johnson récupère le truc. Mais, donc ça, c'est le Glass-Cliff. C'est quand la situation paraît tellement risquée. Alors, c'est un peu caricatural, hein, évidemment. Heureusement qu'il y a aussi des hommes qui, parfois, s'attaquent aux situations difficiles et risquées. Mais on se dit, bon, on risque plus rien, on peut mettre une femme. Bon. Donc, maintenant, on est moins dans ces choses-là, je pense. On peut nommer des femmes, des hommes. Les marchés regardent la personne, son parcours, sa trajectoire, et peuvent réagir positivement, y compris dans des pays, a priori, pas ultra-féministes. Ça, c'est une étude au Japon, et ça, c'est une étude en Inde. Donc, ça veut bien dire que dans ces pays-là, on peut dire, voilà... l'arrivée des femmes n'est pas vue comme quelque chose de négatif pour l'entreprise. Bon, ce qui peut participer des changements. Alors, dernier résultat, le fameux lien entre femmes et RSE, ou femmes et développement durable, femmes et écologie. Alors, il y a beaucoup de travaux qui vont dans ce sens-là. Américains, européens, espagnols, anglais, américains, britannique. Donc, il y aurait un lien entre la présence des femmes au conseil d'administration et tout ce qui est extra-financier. On a constaté que la présence des femmes... Alors, vous allez me dire, c'est sans doute des corrélations. C'est-à-dire qu'une entreprise qui travaille mieux ses rapports RSE, qui travaille mieux son développement durable, elle est aussi soucieuse de respecter les lois et d'inclure davantage de femmes. C'est plutôt des facteurs une causalité commune, un facteur commun à ces choses-là. Mais les études, parfois, essaient de contrôler ces facteurs, hein, essaient de voir la causalité, et il y a des résultats quand même assez intéressants. Donc, voilà. Ça va plutôt dans le sens de meilleure capacité stratégique environnementale, meilleure performance environnementale, et mais un peu plus d'innovation environnementale.
Donc, voilà pour l'instant ce qu'on sait sur les femmes dans les conseils d'administration. Dernier effet, alors pareil, moi j'ai entendu, oui mais ça c'est de l'égalité, comment on appelle ça, du féminisme élitiste, et ils ont raison, hein, mes collègues qui disent on parle trop des femmes dans les conseils et pas assez des inégalités salariales, des conditions de travail des femmes précaires. Bien sûr, il n'est pas question de parler uniquement des femmes dans les conseils, mais on ne peut pas les opposer. Enfin, c'est stérile, à mon avis, et injuste de les opposer, parce que quand qu'il y ait plus de femmes dans les conseils, on a quand même des études qui montrent que ça participe aussi de l'égalité femmes-hommes pour les autres salariés de l'entreprise. Hein. Donc il y a des travaux américains, australiens, qui montrent que quand il y a davantage de femmes dans les comités de direction, il y a plus de pratiques d'égalité de carrière entre femmes et hommes, et moins d'écart de salaire. Tout simplement parce que quand on a davantage de femmes dans un groupe, elles vont dire, tiens, et là, cette personne-là, pourquoi elle n'évolue pas? On ne peut plus avoir les mêmes stéréotypes ou les mêmes préjugés ouvertement dans les prises de décision. Donc ça participe de l'effacement du genre, j'allais dire. Enfin, il ne sera jamais totalement effacé, mais si, quand même, il est moins présent. Hein. Donc on a plutôt un effet, dans les quelques études que j'ai trouvées, positif, ou parfois ça ne change rien, mais bon, il y a des effets positifs. Et puis, on voit bien que ça a un effet positif sur la mixité des comités de direction. Enfin, ça n'allait pas très loin, c'est pour ça qu'on a remis la loi Rixain en petit coup pour passer de 20% à 40%. On verra ce qui se passe. Hein. C'est intéressant de voir comment les entreprises, est-ce qu'elles pourront... Parce qu'il est vrai qu'il y a des secteurs où... ça va toujours poser la question de l'amont, hein, c'est-à-dire dans certaines entreprises très informatiques, très techniques, dans l'énergie, la chaleur, l'énergie, on va avoir du mal à trouver beaucoup de femmes ingénieurs dans ces domaines-là. Bon, on en trouve quand même. Il y a les écoles d'ingénieurs, maintenant, elles sont à peu près à 30%, je crois, ça dépend des écoles, hein, de femmes diplômées. Ça va inciter les écoles à aller les chercher dans les lycées. Ça va inciter les profs de lycée à encourager les jeunes filles à y aller. L'intérêt de la loi Rixain, c'est que ça fait pression sur l'amont pour faire venir les filles dans ces métiers. Techniques, informatiques, scientifiques, sciences STEM. Et il n'y avait pas de raison biologique ou autre pour que les femmes ne soient pas intéressées par ces métiers. Donc ça c'est l'intérêt de la loi Rixain, je trouve, et l'intérêt de ces quotas, c'est aussi d'agir sur la ségrégation des métiers, enfin le caractère genré des métiers, hein, et de lutter un peu contre ça. Donc maintenant, il y a pression et des obligations pour les écoles d'ingénieurs d'encourager les candidatures des filles. Je n'ai pas l'impression que ça arrive encore beaucoup au niveau du lycée, mais bon, l'éducation nationale, c'est toujours... Mais ça vient. Il y a les profs de lycée, les professeurs femmes de maths, de physique. Et il faudrait même que ça atteigne, ce soit fait au collège ou à l'école primaire, hein, le codage informatique, que les choix des filles, pas attendre le collège ou l'adolescence pour encourager, former les filles à l'informatique, par exemple, aux choses comme ça. Hein. Donc voilà, donc ces quotas, ça fait bouger les entreprises, ils font bouger les systèmes éducatifs, les écoles, et on peut penser que ça va participer de moins de ségrégation verticale et horizontale des hommes et des femmes sur le marché de l'emploi. Voilà, je vous remercie. Alors, ta question, Evelyne, sur pourquoi... Qu'est-ce qui va se passer au niveau des présidences? Il n'y a pas de quota de femmes-hommes, heureusement, pour l'instant, dans les présidences d'université. Donc, parfois, il y a des femmes et parfois, il y a des hommes. Il n'y a pas de... Par contre, le fait qu'il y ait des quotas dans les jurys, dans la mixité, hein, des jurys de recrutement, ça, je ne sais plus quelle loi c'était. Est-ce que c'était la loi Sauvadet ou une autre loi? Oui. Eh bien, ça veut dire que on a moins quand même de risques de biais, de stéréotypes ou de préjugés sexistes dans les nominations. Donc,
laboratoire grand, enfin, avec plusieurs équipes de recherche. Oui. Que je pose là-dedans. Mais il y a quand même plus de femmes présentes dans la recherche qu'avant. Enfin, il me semble. Je continue mon oui. observation sur le terrain. Et donc, il y a eu une période favorable que j'ai estimée à être entre 2005 et 2020, on va dire. Donc, je parle d'un endroit que je connais très bien, donc où il y a des disciplines représentées qui sont généralement masculines parce qu'il y a du terrain, et puis d'autres disciplines où il y a plutôt plus de femmes. Hein. Et il se trouve que donc ces gens-là sont réunis dans une même UMR, qui compte beaucoup de gens, 100 personnes. Hein. Il se trouve que donc en 2010-2020, on a pas mal de femmes qui sont directrices d'équipe jusqu'à directrices du labo dans les années 2015-2020. Et là récemment, j'ai re-regardé, j'y suis plus trop, mais enfin j'ai re-regardé, et il n'y a quasiment plus que des directeurs d'équipe et directeurs de labo, et subsiste peut-être une femme directrice d'équipe. Il a dû se passer quelque chose au sein de ce laboratoire, j'en sais rien, mais c'est Je sais rare pas, quand je sais même. pas, c'est un On a laboratoire. beaucoup de parité, de mixité dans la recherche, me semble-t-il. Ah, j'ai été absolument... Elles sont peut-être parties. Oui. Alors, ce qui pourrait être étudié, c'est sur les présidences, qui fait quoi chez les VP, notamment chez les VP statutaires. Je pense que ce qui ressort encore aujourd'hui, c'est que le VPCA est un homme, le VP Recherche est un homme, et la VPCFVU, donc vie étudiante, qui s'occupe de la pédagogie et du bien-être des étudiants, est une femme. C'est le cas chez nous aussi. Voilà. Et donc, je pense que si on fait l'étude sur la cinquantaine d'universités françaises sur les 20 dernières années, ce sera assez édifiant. Et ça m'amène à la question sur le fait que, effectivement, la présence des femmes dans les CA fait qu'il y a une meilleure prise en charge des politiques RSE, etc., etc. Ça veut dire qu'on revient quand même à la problématique du CARE. C'est-à-dire que c'est le CARE version entrepreneuriat. Voilà. Et juste une dernière chose sur les jeunes, parce que tu finis sur... pour que ça évolue, il faut effectivement que les filles re-rentrent dans les STEM. Il me semble que la dernière réforme du bac est une catastrophe en la matière, parce que justement, quand elle faisait un bac S ou un bac C, comme moi j'ai fait, tu faisais des maths, de la physique et de la biologie. Et en fait, ce qu'on avait vu avant la réforme du bac, c'est que il y avait elles étaient majoritaires dans la filière S. Bon, ce qu'on ne s'expliquait pas, c'est que malgré tout, elles partaient toutes en bio ou en maths sub bio, etc., etc., mais pas en physique et encore moins en informatique. Là, le fait qu'elles laissent tomber, enfin, on laisse tomber une des 3 spécialités l'année de terminale, fait qu'on se retrouve avec une montée en puissance des filles qui font maths et bio et qui font plus physique. Voilà. Donc, moi, mes filles, elles ont obligatoirement maths physique. Oui, tu as tout à fait raison. Je voulais aussi rappeler ça. C'est que, bon, effectivement, les réformes gouvernementales ne vont pas forcément dans le sens qu'il faudrait. Juste à propos des fonctions exercées par les femmes des conseils d'administration, il y avait une étude quand même qui a montré que là aussi les fonctions étaient genrées, c'est-à-dire qu'il y en avait beaucoup plus qui étaient effectivement en RH, etc. Il y en a pas qui sont beaucoup... Tu veux dire dans les CODIR dans les fonctions qui leur sont attribuées. Non, c'était une étude de je ne sais plus quel grand cabinet. Et donc il y avait plus, elles étaient moins présentes dans les fonctions opérationnelles. Elles sont plus en RH, elles sont plus en marketing, elles sont beaucoup moins sur l'opérationnel et encore moins en stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, même si elles sont plus souvent présentes, tout ce que tu as montré, etc., il y a encore... c'est pas encore une égalité. Voilà, il y a encore du chemin à faire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce qui est certain, c'est que ça, c'est l'intérêt de la loi Rixin, c'est que ils ont allé jusqu'au 40% pour éviter que les 2 femmes dans le comité de direction, ce soit la RH et la juridique.
Il y a beaucoup de femmes en droit. D'ailleurs, juridique, bon, c'est important, hein, ça donne du poids. Les juristes, c'est bon. Mais pour qu'il y ait aussi, du coup, des... Alors, les directions financières, par exemple, c'est intéressant. Moi, j'avais lu dans le Financial Times qu'en Chine, il y avait plus de femmes directrices financières que d'hommes. Et je me disais, bon, il y a aussi des variantes sur les pays, hein, sur les métiers. Par exemple, j'ai une étudiante marocaine qui m'a dit, nous, au Maroc, l'informatique, on a moins cette absence des femmes, c'est valorisé, il y a beaucoup de femmes dans l'informatique, tout ça. Je dis, tant mieux. Donc, effectivement, il y a... Oui, c'est ça. Donc, et on observe ça en Suède aussi, c'est-à-dire que c'est un pays où il y a une très grande égalité, parité publique, présence des femmes dans les parlements, la fonction publique, et par contre, les choix professionnels deviendraient de plus en plus genrés. Donc, il faut lutter un peu contre cette espèce de tendance, et je pense que l'intérêt de la loi Rixin, c'est ça, c'est d'obliger les entreprises à changer leur image des métiers et à faire pression sur le système éducatif pour qu'on change aussi. Mais évidemment, c'est parce qu'en fait, ils ont enlevé les mathématiques du tronc commun. Et le fait d'enlever les maths, d'après ce que j'ai compris, le fait d'enlever les maths du tronc commun, ça a fait des maths une option. Et on a dit, oh là là, l'option maths, c'est difficile, maths expert, c'est difficile, ou maths, c'est difficile, mais vous pouvez quand même y aller. En plus, elles ont cru ce qu'on leur a dit, c'est-à-dire, vous pourrez quand même aller en école d'ingénieur si vous prenez pas maths ou je sais pas quoi. Faut faire attention à ces discours-là. Donc, elles ont moins pris l'option maths. Et ça les a écartées de toutes les prépas, et même des écoles de commerce, d'ailleurs. Oui. Donc, il y a eu 2 années, là. Alors, ils ont remis des maths en tronc commun, mais bon, on a eu 2-3 ans de... Oui. Donc ça, c'est vraiment l'exemple d'une mesure apparemment neutre qui a un effet genré très fort. Donc oui, c'est vrai que les médias renforcent les stéréotypes de genre. Hein. Les films, les médias... nous, quand on était en école de commerce, le marketing n'avait rien de féminin. Enfin, c'était pas spécialement féminin, le marketing. Hein. Tous les hommes voulaient aller faire du marketing chez BSN, les garçons. C'était une voie royale pour être directeur commercial. C'était pas spécialement connoté féminin. Moi, mes fils me disent, maman, le marketing, toutes les filles vont en marketing. Bon, oui, tant mieux. Et la finance devient... Enfin, et on retrouve les bastions, la finance... Et c'est peut-être plus fort qu'avant. Sur les normes de genre, c'est vrai, il n'y a pas nécessairement des progrès. On recule un petit peu. Donc ça, c'est aux entreprises, aux écoles, d'essayer de changer ça. Mais il y a tout l'environnement des jeunes qui donne une image. Il y a aussi les médias, la vision de la femme... l'hyperféminisation aussi, donc qui dit non, si je vais dans ces métiers-là, c'est pas très féminin. Et il y a l'autre enjeu, c'est d'attirer les garçons vers les métiers dits de care, parce qu'ils ont une image aussi très féminine. Et c'est des métiers moins rémunérés en général, donc ça n'attire pas forcément... donc on a des vrais enjeux au niveau de l'orientation professionnelle, de nos métiers, d'avoir plus de mixité. Et on le dit, l'Union européenne n'arrête pas de faire des rapports sur on n'a pas assez de femmes dans l'informatique, on n'a pas assez de femmes dans les STEM, il faut lutter contre la ségrégation genrée des métiers. Et ça redescend difficilement sur les appareils ou les instances chargées de la formation professionnelle qui ont toujours des réticences en France à aborder la question sous l'angle du genre. Hein. Et notre pays n'est pas le plus avancé sur ces questions. Oui. Oui, si vous me permettez, je veux parler de 2 choses, oui. Parce qu'il y a ce que je voulais dire au départ et puis aussi se greffer sur cette discussion sur comment on arrive. Moi, je suis d'origine marocaine et effectivement, on a dans toutes les écoles d'ingénierie une majorité de filles. Oui.
les matières scientifiques, on est à 70% des bacs scientifiques, c'est des filles, et 30% c'est des garçons. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a cette culture qu'on y arrive plus en travaillant, donc les filles sont plus à l'intérieur, donc ils travaillent beaucoup plus leurs devoirs et tout ça, que les garçons qui ont beaucoup plus d'activités extérieures. C'est un phénomène qui est mondial. comme ça. Alors que ici, c'est traversé par un conservatisme. Moi, j'ai ma fille qui a ce penchant-là, il a de vraies capacités à bien travailler en mathématiques, mais non. Pourquoi? Parce que le primaire, sur une école publique, 560 élèves, il y a un seul maître d'école, que des maîtresses, qui, dans leur parcours, ont fait des formations littéraires, qui arrivent à l'école primaire, qui ne sont pas doués en mathématiques elles-mêmes. Pas les mathématiques. Non, ils ne sont pas doués, ils sont limités, ils doivent elles-mêmes lire le cours, donc ils ont beaucoup plus poussé voir tout ce qui... Oui. Et donc les garçons, ils sont façonnés à la maison. On va dire que les garçons sont t'es doué, on est beaucoup plus poussés. Ça dépend des garçons. Mais il y a quand même une majorité de garçons qui vont sauter des classes, qui vont travailler plus, etc. Parce que on va les encourager un peu plus, moi, de mon ressenti. Et donc, encore il y a 2 jours, je lis un article où on dit que les mathématiques, il ne faut pas forcer les enfants. On est doué, on n'est pas doué. Ben non, c'est pas on est doué, on n'est pas doué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les filles ne sont pas douées. Non. Ça veut dire qu'on revient à la discussion de la différence biologique entre les filles et les garçons. Dans cet article-là, qu'est-ce que ça veut dire? On a plus de garçons que de... Oui, je crois qu'ils donc il y a à la base, il y a beaucoup de choses à rectifier à la base. C'est ça. À la base, ils ont fait le constat que l'enseignement des mathématiques pêchait beaucoup dans nos résultats PISA. Donc, oui, et puis ma deuxième intervention, c'est pour revenir au conseil d'administration. Oui. Est-ce qu'on a des statistiques, parce qu'il y a encore tout ce qu'on lit dans les articles, etc., mais ce qu'il y a d'études vérifiées, que les pourcentages qu'on a en nombre réel d'hommes et de femmes, pas en pourcentage de présence. Parce que, comme je vous ai dit, moi j'étais au moment de cette loi-là pour les quotas dans les entreprises, il y a eu un mouvement ici à Paris, tout le monde qui téléphone, écoute, il faut que tu postules, il y a des soucis, il faut profiter des quotas, etc. Donc il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, on va trouver une seule femme qui est dans 5 conseils d'administration, mais il est compté 5 fois, c'est une seule. Non, oui, mais alors ils ont limité le c'est-à-dire que le nombre de femmes qui sont représentées, si on met dans le machin, on a 53%, mais combien de femmes? Oui, vous avez raison, oui. Oui, ça c'est ce que les Norvégiens appelaient les golden skirts. En fait, c'était les hommes aussi, les hommes étaient cumulards. Ils étaient dans 4-5 conseils d'administration. Et donc... en Norvège, ça s'est passé. Il y avait les golden shirts. Ça, c'était les hommes qui étaient dans plusieurs conseils d'administration. Et ils ont mis des golden skirts. C'est les femmes dans plusieurs conseils d'administration. Bon, fair enough. Après, nous, il y a une loi, je crois qu'ils ont réduit les possibilités de cumul. Vous pouvez être plus que dans 3 conseils d'administration. Donc déjà, les normes de bonne gouvernance régulent aussi les hommes. Donc avant, les hommes étaient cumulards. Donc oui, on a des femmes cumulardes. C'est sûr qu'une femme PDG, elles sont moins nombreuses. C'est comme les femmes dans certaines disciplines, on se les arrache pour les jurys parce qu'il en faut une dans le jury. Oui, il y a un phénomène de marché, mais ils ont quand même trouvé. Alors là, j'ai pas. Nous, on avait montré que les femmes qui arrivaient, elles étaient nulle part. Enfin, forcément, ils ont dû ouvrir, et ils ont dû faire venir des femmes, y compris des femmes qui ne sont pas PDG, donc des femmes qui sont expertes comptables ou avocates ou DG. Par exemple, le digital, tout ce qui est digital, tout ce qui est marketing digital, ça a fait, et ça a des dimensions stratégiques, ça a fait venir des femmes dans les conseils d'administration parce qu'elles avaient ces fonctions. Donc, oui. Oui. Comment on devient administratrice? Ah, alors, c'est maximum 6 ans. Non, je ne suis pas une pro là, des règles des CA. Si, c'est maximum... c'est limité à 6 ans. Et ensuite, tu dois céder ta place. Mais tu peux être réélu. Je crois qu'ils ont aussi limité les possibilités de renouvellement. Alors, le code AFEP dit qu'il vaut mieux ne pas être administrateur plus de 12 ans. Bon, c'est déjà mieux que les maires, mais bon, après...
Comment on devient? Eh bien, il faut être recruté. Là. Et c'est recruté, c'est un recrutement. Donc il y a des chasseurs de tête. Alors, en fait, c'est pour ça que le fait de chercher des femmes, ça a participé de la professionnalisation du... C'est moins les réseaux. Avant, c'était les réseaux. Je te connais, tu viens chez moi, je suis chez toi. Bon, parce que tu es entre PDG, bon, normal aussi. Mais enfin, ça faisait quand même des risques d'entre-soi ou de collusion. Là, de conflit. Bon, là, c'est du recrutement. Tu passes par des chasseurs de tête. Voilà. Donc, alors, eux se sont bien aussi mis sur le marché. Hein. Bien sûr, ça a créé. Il y a aussi des formations. L'Institut français des administrateurs, l'IFA, fait des formations, hommes et femmes. Comment elle s'appelle? Viviane de Beaufort avait fait... vous avez des... Comment ça s'appelle ça? Des écoles de commerce, Sciences Po, les écoles se sont mis aussi sur le marché, certificat pour devenir administrateur. Alors, c'est sous-entendu administratrice, enfin, c'est pas non plus annoncé comme ça, hein, c'est un certificat pour être administrateur. Donc, c'est des formations juridiques. Mais ce qui est surtout... par exemple, moi, j'ai des amis d'anciennes écoles qui sont devenus... qui sont associés dans des cabinets d'audit. Voilà, il y a plein de femmes qui sont associées dans des cabinets de conseil, des cabinets d'audit, des cabinets stratégiques. Elles ont tout à fait le profil et les compétences pour être des membres de conseil d'administration, ou des femmes qui étaient des directrices marketing, des directrices financières, des DG adjointes, il y en a beaucoup. Donc il y a soit ta carrière dans l'entreprise, dans les entreprises, ça c'est ce qu'on appelait les femmes qui ont des expériences des affaires, hein, ou des expertes, par exemple des avocates, des experts comptables, les comités d'audit. C'est pour ça aussi, je pense qu'elles sont pas mal dans les comités d'audit, parce qu'il y avait beaucoup de femmes dans l'audit ou les cabinets de conseil qui représentent les banques. Il peut aussi y avoir des femmes de la société civile. Alors, il peut aussi y avoir des conseils qui s'ouvrent à des personnes de la société civile. Donc, traditionnellement, aux États-Unis, les femmes avaient plutôt ce profil-là. Tu vois, par exemple, la femme qui représente l'ONG, la femme qui représente les médecins ou la prof. Enfin, ils font venir des gens dans les conseils qui ne sont pas uniquement des gens du business. Mais en France, ces femmes sont... Enfin, en fait, on a des femmes qui sont comme les hommes, quoi. C'est plutôt rassurant de certains. Oui. Moi, Oui, il y a plus de nationalités étrangères parce que les conseils ont été obligés aussi de s'ouvrir aux nationalités étrangères. Et on ne peut pas pousser tout le monde dehors. Enfin, ils ont aussi pris des femmes étrangères. Oui. Et il y a beaucoup de femmes, juste aussi pour dire qu'il y a eu beaucoup de femmes qui sont montées dans les entreprises anglo-saxonnes. Bon, maintenant, c'est moins le cas parce que les entreprises françaises, enfin, commencent à davantage faire monter les femmes et à briser le plafond de verre. Mais comme les entreprises anglo-saxonnes faisaient ça depuis les années 80-90, par exemple, Christine Lagarde était DG de Baker McKenzie. Voilà, les entreprises anglo-saxonnes avaient déjà favorisé les carrières des femmes compétentes avant les entreprises françaises. Oui. Ouais, je veux juste faire 2 remarques ou questions éventuellement. Juste moi, ce qui me frappe dans ce que tu dis à la fin sur les avantages, enfin les effets, c'est accablant. En même temps, c'était attendu. Tout ce qui est amélioré, qu'on estime amélioré, c'est les stéréotypes de genre. C'est-à-dire, les femmes sont plus dans l'environnement, sont plus sensibles à l'environnement. Les femmes sont plus sensibles à l'égalité. Les femmes sont plus dans le social. Donc c'est pas que, tu vois, elles améliorent aussi la rentabilité comptable. Donc, mais ça revient à dire que les femmes sont plus rigoureuses, enfin sont plus. Écoute, du moment que les femmes soient plus quelque chose, je préfère ça à tous les discours où on avait les femmes sont moins. Oui, mais c'était vraiment ça. Hein. Non, je suis d'accord. Les stéréotypes de genre, ils étaient utilisés dans les femmes sont moins. Les femmes sont plus émotionnelles, sont moins rigoureuses, sont moins rationnelles, sont moins stratégiques. Bon, tant qu'on a des résultats qui montrent que, non, en tout cas, c'est pas clair. Et on arrêtera de raisonner en femmes et hommes, mais en fonctionnement
du Conseil. Donc, tu as raison, chaque fois qu'on présente ces résultats, il faudrait dire, OK, c'est pas la simple présence des femmes qui fait ça, c'est pas de la magie, c'est un meilleur fonctionnement d'un Conseil avec des pluralités de vues, et peut-être aussi que c'est simplement aussi un Conseil qui est davantage ouvert à une meilleure gouvernance et qui, de fait, fait rentrer des femmes. Et les gens sont... On n'a pas d'opposition. Pourquoi est-ce qu'on aurait d'opposition entre, tu as raison, ce que pensent des hommes et ce que pensent des femmes? Ce que font aussi les hommes et les femmes, mais il y a quand même des normes. Mais je suis d'accord. Non, mais je trouve que c'est très bien. Hein. C'est juste que c'est. Il y a quand même aussi des climats. Enfin, il y a quand même des travaux de sociologues très fondés, l'équipe de Sophie Pochic, etc., qui montrent quand même que dans certaines cultures organisationnelles masculines, tu as des non seulement des langages, mais des valeurs virilistes. Parfois un peu bête, enfin, je moi de dire, mais un peu sur la concurrence, sur l'agressivité, sur la prise de risque, sur tout ça. Et parfois, c'est pas nécessairement bon pour la gestion de l'organisation, ça fait pas nécessairement des décisions rationnelles, sensées, tu vois. Donc, on peut se dire, un peu de mixité, de variété, si ça peut remettre un peu de rationalité collective, pourquoi pas? Oui, non, mais moi je suis d'accord, mais c'est de ça. Du coup, on en vient à ma deuxième remarque ou question. Quid des pays qui deviennent, enfin, l'Amérique, l'Argentine, qui élisent des. Enfin, là, c'est dans les pays démocratiques. Ah oui, tu as des pays démocratiques, enfin, ou considérés comme démocratiques, dont l'Amérique notamment, qui élisent des masculinistes qui vont rayer tout ça d'un trait de plume. Ils vont pas le rayer. Ils vont pas le rayer. Ça va être des conflits internes. Regarde les Américaines qui se rebellent. Enfin, ça va être des sociétés où il y a de plus en plus de polarité et de conflits. En tout cas dans la société civile, avec des Américaines obligées de changer d'État pour aller faire une interruption de grossesse, où il y a des gens qui songent à quitter les États-Unis, certains. Donc oui, ça va. D'abord, c'est pas une société, c'était pas une élection démocratique, hein, c'était une élection, enfin, pas en nombre. C'était une élection avec des États vides et des États pleins. Et les poids des États vides comptaient autant. Moi, j'ai eu des amis américains qui sont venus, ils m'ont dit c'est pas démocratique. Effectivement, si tu comptais le nombre de citoyens américains, le résultat n'est pas le même. C'est des élections sur la base des grands électeurs et des États. Donc, donc déjà, voilà. Il a eu plus de voix qu'elle. C'était pas le cas pour Hillary Clinton, mais là, il a eu plus de... Oui, alors après, il y a autre chose, il y a les intersectionnalités. C'est que la femme en question... Enfin, plein de choses sur cette élection. Hein. Il y a les effets populistes, il y a quand même effectivement les réactions par rapport à sans doute aux origines, ou à la crainte de l'Amérique qui serait plus blanche. Il y a des différents groupes ethniques. Les États-Unis, c'est compliqué. Enfin, oui. Après, justement sur la question de l'intersectionnalité, là, on voit par rapport à l'émulation saine qui peut exister à l'amélioration des pratiques quand les deux sexes sont en présence avec des modalités de fonctionnement différentes par des biais culturels, etc., qui sont indéniables, ça cache quand même l'élément discrimination d'autres natures. Oui. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Je ne sais pas quelle est leur législation sur les comités d'administration, les conseils d'administration, si tu as une obligation de parité raciale, puisque... Non, il n'y a pas? Non, ils n'ont aucune obligation. C'est des bonnes pratiques. Oui, mais est-ce que dans leurs bonnes pratiques... exactement. Alors que nous, comme on ne veut pas utiliser ce terme et qu'on n'en a pas inventé un autre... On n'a pas Ils incluent la race. Alors les Britanniques, c'est au moins une personne d'une minorité dans le Conseil. Bon, ils sont pas allés aussi loin, mais alors ça c'est autre chose. Mais enfin, effectivement, et puis il y a le monde du business n'était pas forcément favorable à Trump. Enfin, je veux dire, il faut distinguer. Évidemment, c'est une élection populiste, comme nous on voit la montée des populismes et des extrêmes en Europe. Et effectivement, on s'interroge, on se dit
oui, tu as raison, il y a une incohérence entre on va vers plus de démocratie, plus de présence renforcement des droits des femmes, plus de présence des femmes dans les instances, et en même temps on voit dans le monde une éruption de dictature, recul sur les droits, guerre. Donc oui, c'est... et l'ONU Femmes aussi dit, bah oui, c'est difficile, c'est compliqué d'avancer, il y a des reculs. Oui, les femmes vont pas non plus résoudre tous les... pas compter sur les 40% de femmes pour résoudre tous les problèmes de la Terre. Enfin, il y aura... il y a des femmes de différents groupes qui ont différentes allégeances nationalistes à différentes nations, à différentes communautés. Voilà, il n'y a pas encore une internationale féminine. Oui, alors bonjour, merci pour votre présentation. Moi j'ai juste une petite remarque. Imposer un quota de 40% de femmes dans les conseils d'administration. Ou d'hommes. Ou d'hommes. Oui, parce que quand il y a trop de femmes. C'est 40% du sexe le moins représenté. D'accord. Bon, toutefois, il se peut qu'il n'y ait pas suffisamment de candidatures, donc on ne peut pas pénaliser un conseil d'administration s'il n'y a pas les candidatures. À partir du moment où on justifie, on n'a pas à être sanctionné. Il faut provoquer les candidatures, il faut les chercher. C'est pour ça qu'il y a des chasseurs de tête. Oui, mais si jamais il n'y avait pas de personnes intéressées parce que ça. C'est ce que vous disiez, madame. C'est pour les entreprises qui ne. Il y a certainement un marché organisé, amélioré entre les entreprises qui cherchent des administratrices. Et les administratrices qui ne connaissent pas forcément ces entreprises ou... Il peut ne pas y avoir suffisamment de personnes intéressées, par exemple, s'il y a... Oui. Dans les journaux, les conseils d'administration, etc., on dépose des listes comme ça, il n'y en a pas des milliards. C'est pas des... Non, mais après, ça passe par les réseaux personnels... Bon, c'est aussi une incitation, en fait, la grosse incitation, c'est que les entreprises fassent émerger des femmes à des postes de direction comme elles ont des hommes aussi. Pour agrandir. Quand on cherche, on trouve. Oui. Voilà. De toute manière, je vous disais ça parce que l'argument a été utilisé dans la recherche en disant que les femmes ne pouvaient pas faire de géologie ou d'océanomarine etc. parce que de coloring, c'est pas vrai. Dès qu'on a dit aux femmes vous pouvez y aller, elles y sont allées. Oui, il y en a. Heureusement, il y a des femmes qui ont des compétences différentes, des appétences différentes. Et, en plus, pour être membre d'un conseil d'administration, vous n'avez pas de... Il n'y a pas de critères de diplôme ou de barrière à l'entrée. Hein. On a eu Madame X, Madame Y, qui était qui avait un certain réseau. Aussi, on recrute aussi les membres du conseil d'administration. Ils amènent aussi leur capital social, leur réseau. Oui. C'est pas que des compétences techniques pointues. Donc, c'est... Je ne sais pas, alors on n'a pas calculé le niveau de compétence. Ce qu'on a montré, c'est qu'elles étaient aussi autant capées en termes de diplôme et d'expérience que les hommes. Donc, si on est... De toute façon, c'est l'idée. Hein. L'idée de toute cette diversité et de mixité, c'est pas que pour faire du social auprès des femmes, hein, c'est pas ça. C'est d'améliorer... Enfin, l'idée de la diversité ou de l'égalité, le business case de l'égalité, c'est un discours libéral. C'est pour ça aussi qu'en France, parfois, il y a des résistances. On dit que c'est un truc d'entreprise, que c'est élitiste. L'idée, c'est de prendre à compétences égales ou comparables, d'élargir le vivier. Donc, du coup, ça sursélectionne. Enfin, ça augmente la compétition, entre guillemets, aussi pour les hommes. Mais ça, c'est important de préciser, hein, cette notion de quota. Déjà dans la loi de Roudy de 1983, il y avait déjà la notion de quota qui s'accompagne toujours de à compétences égales. Oui. C'est-à-dire que c'est pas les quotas à l'américaine qu'on a créé dans les années 60, non. Où on prenait des gens des minorités ou notamment des Noirs ou des Mexicains, etc., mais sans autre critère que ça. Et ça n'a pas du tout fonctionné.
notamment pour l'entrée à l'université, etc. Parce qu'après, on a dit, bah voilà, ils sont mauvais. Bah, c'est pas parce qu'ils sont noirs qu'ils sont mauvais, c'est qu'on les a pas recrutés comme il aurait fallu, voilà. Bon, donc le quota, c'est vraiment toujours à compétence égale. Et c'est pour ça, cette idée de mal nécessaire, c'est ça, parce que sinon, parce que le discours des hommes dans les entreprises, on le connaît, hein, parce qu'ils sont pas prêts à faire de la place. Souvent, on entend souvent dire, alors, ça descend à des niveaux plus bas que les conseils d'administration et les postes dirigeantes, c'est ah bah oui, machine elle est à ce poste-là, mais on sait bien c'est parce que c'est une femme et normalement c'est machin qui aurait dû y aller. Bah évidemment. Hein, bah non. Bah justement l'objectif c'est ça. C'est pour ça de montrer que les performances s'améliorent ou au pire restent les mêmes. C'est en soi déjà un résultat. C'est-à-dire de dire, bon, bah, tous vos stéréotypes négatifs ou dépréciatifs ne tiennent pas. Après, il faut ouvrir la boîte noire et dire pourquoi est-ce que ça marche mieux. Évidemment, c'est pas la simple arrivée des femmes, mais elles sont sélectionnées, sursélectionnées. Et maintenant, l'enjeu, c'est effectivement les entreprises de taille intermédiaire. Et il faut faire connaître ça. Mais quand même, maintenant, les driettes s'essayent. Il me semble que... Mais en fait, le problème aussi de l'égalité professionnelle, c'est qu'il faut à chaque fois reformer les générations. Hein, les décideurs, les gens dans les ministères, on a l'impression qu'ils redécouvrent les lois. Et il faudrait tout le temps redire, mais vous savez, il y a ça, il y a ça. Oui, parce que sinon, ce ne sera pas naturel, c'est sûr. Mais des pays qui résistent quand même. Moi, je trouve qu'il faut faire attention à cet argument de la performance. Parce qu'il peut se retourner dans l'autre sens, c'est-à-dire que les femmes n'apportent pas plus de performance, alors pourquoi faudrait-il mettre des femmes ? Non, on n'a pas à se poser cet argument, c'est-à-dire qu'en fait, il faut des femmes. Dans le monde économique, dans le monde de l'entreprise, tu es obligé de te la poser quand même. Oui, mais il faut faire attention. Les premières études, je me souviens des études d'Accenture, etc., des cabinets, qui ont montré que justement, si tu augmentais le pourcentage de femmes sur quelques effets à l'étranger, etc., ça augmentait la performance, on va dire, au sens large. C'est ça qui a oui. Oui, c'est le business case, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est assez puissant quand même. C'est-à-dire... Oui, ben ouais. Oui, mais dans la tête des dirigeants, les femmes étaient moins bonnes, comme dans beaucoup de têtes des hommes. Donc là, vous leur montrez que non. Donc, et vous avez beau leur dire, et 10 ans après, vous leur remontrez toujours les chiffres que non. Donc, à force, il y a quand même l'idée que... Il y a TikTok qui va... Pas toutes les femmes, mais ces femmes-là, parce qu'elles ont été, elles y sont arrivées. Sans doute que, comme quelqu'un me disait en cours, d'ailleurs, un homme, il me disait, sans doute qu'effectivement, certaines sont meilleures, parce que pour elles, ça a été plus difficile, une course d'obstacles, donc elles se sont d'elles-mêmes sûres, sans doute, mais bon. Oui, voilà. Parce que tant que les femmes n'étaient pas compétitives, parce que les lois à l'université ou ailleurs faisaient qu'elles n'arrivaient pas à avoir des élections, on a pu entendre des discours qui ont fonctionné. Voilà. Sur la formation des petites filles et des incitations que les... Voilà, mais c'est bien que les femmes deviennent... Oui. Et aujourd'hui, si elles sont compétitives, là, tu vas voir que demain, ce sera comme en Afghanistan, hein, elles n'auront plus le droit de faire des maths. On dira, plus le droit, ça veut dire, on dit qu'elles ont le cerveau mal formé pour comprendre les maths. Hein. Non, parce qu'entre-temps, elles auront formé les hommes à l'égalité. Elles auront éduqué leurs enfants à l'égalité. Oui, justement, je voulais... c'est le but de mon intervention là, c'est que les quotas, quand ils ont été pensés dans les années 70 et 80, leur objectif, par rapport à la parité, hein, la parité est un droit pour les femmes. On a des femmes et des hommes, on a le droit d'être à présence égale dans tout ce qui est direction, dans tous les aspects de la vie. Et les quotas, c'est des moyens. C'est des moyens de lever tous ces débats-là, où les femmes ont, effectivement, moi je suis d'accord sur les résultats des performances des administrations, parce qu'on a des rôles sociaux qui nous ont été assignés par l'éducation, par les orientations des politiques, etc. Et de fait, on est beaucoup plus soucieuse des détails, plus prudente, plus sur les aspects sociaux, ça c'est le rôle social. En moyenne, on va dire. En moyenne, oui, de manière générale. Hein. Voilà. Oui, bien évidemment. Oui. Les générations qui arrivent, là, maintenant, ils sont beaucoup moins que moi, que ma génération à moi. Oui, mais, et donc, les quotas vont lever tout ça, vont faire débat, des allées, des retours, mais l'objectif, c'est que les générations suivantes voient des femmes
capables d'être là, qu'ils sont l'exemple et que ça devienne un droit et qu'on arrive à la parité qui est l'objectif ultime. Tout ça, c'est que des moyens qui vont vraiment faire des allers-retours et que les femmes s'installent pour qu'ils puissent exiger. Pas être dépendantes des lois et de la volonté de X ou de Y. On l'observe au niveau de la communauté européenne quand même. Il y a davantage de femmes et je pense que c'est pour ça que cette directive elle est passée aussi. Tout ça c'est arrivé par l'action des femmes. C'est pas... Oui, je vais terminer là-dessus. Quand même, moi je voulais juste signaler que, si vous vous souvenez, il y a eu beaucoup de débats au moment de la loi de 2011 sur les quotas. On en a beaucoup entendu parler en 2011. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir beaucoup entendu parler de cet enjeu des quotas, c'est bien, c'est pas bien, les quotas, c'est pas bien, en 2021 sur la loi Rixin? Non. Ben non, parce qu'en fait, l'idée des quotas, elle était entrée dans les mœurs déjà. Et il n'y a pas eu du tout le même niveau de débat et le même niveau d'opposition à l'idée même de débat, de quotas, pardon, parce que c'était déjà... on s'est aperçu que c'était pas la catastrophe annoncée, au contraire. Puis tu sens que c'est une dynamique mondiale, quoi. Si on en est plus, pris voilà, conscience, c'est ça. là. Ouais. Y compris en Inde, au Japon, en Malaisie. Enfin, je suis ravie d'entendre, Anne-Françoise, que tu es très optimiste et moi pessimiste. Pour une première fois de ma vie, je crois, par rapport à l'évolution. Alors moi, je vais raconter quelque chose à laquelle j'ai participé. C'était en 1980, dans les années 90, quand on s'est battu pour qu'il y ait les quotas à l'Assemblée nationale. Vous vous en souvenez de cette histoire, hein? Merci Frédéric, je me souvenais plus là. Et je dirais alors que, contrairement à ce qu'on attendait, nos pères ont signé immédiatement les pétitions. Enfin, je dis ça sur un nombre limité, mais tout de même important, de féministes, jeunes encore. Moi, mon frère, il a refusé. Déjà, ça commençait. Et ça on a vu ça par rapport à ce que disait Frédéric, les débats, si tu veux. Mon père trouvait normal en disant « Ah ben oui, autant de femmes que d'hommes à l'Assemblée nationale, ça lui paraissait évident. » Et mon frère... Bien sûr. Mais, alors, je raconte. Ça, c'est un copain qui était prof. Il était, je vous le dis, il était prof... en dessous d'agrégé, c'est quoi? Certifié. Je veux dire, bon, on n'était pas nombreuses, mais quand même, et nous, on avait un doctorat, quoi. Et donc, on voulait le faire signer. Et il a dit, vous voulez que je signe pour qu'il n'y ait que des secrétaires, qu'il y ait la moitié des membres de l'Assemblée nationale qui soient des secrétaires, en parlant des femmes? Alors qu'il était moins que nous. Il dirait plus ça maintenant. Il peut plus. Au niveau des diplômes, attends, il était que certifié. Il avait en face de lui des femmes qui étaient. C'est un misogyne, mais il y en a toujours. Et non, il n'était pas. Il était normal. Mais les hommes. Tu dis qu'il était misogyne, mais il était normal à l'époque. Nos sociétés sont misogynes. Les femmes elles-mêmes sont misogynes. Comment est-ce qu'il pouvait dire ça? Faut le réaliser. Je dis pas que c'est pas à propos misogyne qu'il a écrit dans un machin. Il disait à des femmes qui étaient plus diplômées que lui. Enfin, comment? Parce que là, on arrive à un autre sujet. C'est comment dans la tête des hommes? Ça se passe comment à des femmes plus diplômées? Il peut balancer un truc pareil. C'est insupportable pour lui. C'est ça le patriarcat. Enfin, je veux dire. Ah bah oui. Ah bah voilà pourquoi je suis pessimiste, parce que je pense qu'on est dans un backlash. Non, alors le backlash, oui. C'est normal que les pères... Il y a eu des recherches comme ça qui disaient que quand il y avait des PDG qui avaient des filles, évidemment, ils étaient un peu plus favorables à l'égalité femmes-hommes parce que c'est leur fille, et puis ils s'aperçoivent qu'elles sont loin d'être bêtes, et que finalement, il y a des hommes qui ont favorisé leur fille, à leur fils d'ailleurs, en disant ma fille, elle est plus compétente, donc il n'y a pas d'histoire de sexe nécessairement, évidemment, dans la compétence. Donc, qu'il y ait des pères qui ont des filles, et voilà, et si c'est Jacques Chirac, je ne sais pas, qui a été pour la parité, il avait sans doute des raisons, enfin bref, donc oui, les hommes ne sont pas... Maintenant, c'est aussi normal, et on peut le comprendre, que les jeunes hommes, moi, mes fils me le disent, ils me disent, on va mettre ça restreint les places. Bon, donc, c'est pas que s'envisager tout de suite directeurs généraux, mais ça va restreindre, ça augmente la compétition. Donc, c'est aussi compréhensible qu'il ne... Après cette montée en puissance, un backlash qui s'annonce. Ce que tu observes empiriquement sur tes garçons, c'est que c'est confirmé
Oui, qu'il y ait des backlash, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais les influenceurs, Les masculinistes, les virilistes, oui. Bien sûr. On aimait bien les femmes tant qu'elles restaient douces, gentilles, oui. Mais en même temps, ils devront faire avec cet environnement. D'où la nécessité d'avoir des lois. Au moins, il y a des lois. Il y a des lois. Ben voilà. Parce que. Ben voilà. Donc, nul n'est censé ignorer la loi et encore moins la... En tout cas, les entreprises cotées ne peuvent plus prendre le risque d'avoir des effets de réputation de type racisme, homophobie. C'est quand même le bon côté de la RSE, aussi des réseaux sociaux, de la corporate governance. Les entreprises, les cadres doivent faire attention, et encore plus les DG, à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font. Donc, mais maintenant, je suis d'accord, à côté de ça, il y a des entreprises qui sont... Effectivement, on va avoir Monsieur Musk et des choses comme ça. Donc oui, mais ça va être des conflits. Ouais. Bon. C'est pas une longue marche. Je ne veux pas dire que c'est une longue marche tranquille vers le progrès. D'accord ? C'est... c'est le patriarcat. Donc, il y a cette... Non, mais le patriarcat, il faut l'effriter petit à petit. Dans 500 ans, tu vas mettre un télescope sur ta tombe pour voir ce qui se passe. Moi, j'incite tout le monde à aller voir Barbie, déjà, à ma mesure. J'ai emmené toute ma famille voir Barbie. Non, mais Barbie, l'air de rien, c'était un film comme ça, on s'est dit, oh là là, mais la plupart, il y a un nombre incroyable de jeunes qui sont allés voir Barbie. Et les filles emmenaient leurs copains voir Barbie. Et bon... Il y a quand même des effets de génération. La génération de maintenant et les filles chez nos étudiants, il est presque aussi grande qu'à notre époque. À notre époque, moi je me souviens quand même, quand j'ai commencé mes études, des garçons qui me disaient il n'y avait pas de femmes philosophes, que les mamans, ça restait à la maison. Il y avait quand même... Bon, ils disent plus ça maintenant. Il y en a qui le disent. Il y en a qui le disent, mais il y a de plus en plus de garçons qui ne le disent pas. C'est-à-dire qu'en fait, les garçons, c'est comme les femmes, ces filles, c'est des catégories diverses. Et il y a effectivement des tendances de résistance ou de virilisme. Et il y a aussi des garçons beaucoup plus ouverts. Oui. Oui. Filles, je ne sais pas comment les qualifier, anti-féministes, qui revendiquent le droit à être découpées à la maison. Oui. Voilà. Oui. Oui. Non, mais tu as plein de choses. Tu as le retour des religions aussi. Il y a aussi le retour des religions. Tu as la Lecce League qui dit qu'il faut allaiter. Enfin, il y a des tas de... Les Mother Working... Il y a des tas de mouvements. Dans les réseaux sociaux, tu as des tas de mouvements qui influencent. Donc oui, c'est pour ça que le rôle de l'école, des parents, je pense que l'école française était très très timide sur ces sujets. Regardez là, les débats sur les programmes sur l'éducation à l'égalité et à la sexualité. Là, en ce moment, c'est chaud aussi. Hein. Donc, bon, voilà, chers amis, je vous propose de terminer. Merci beaucoup. Εγώ δε εκείνο το της έρατε, εκείνο το της έρατε, εκείνο το